Ils vous sont proposés dans les championnats jeunes U17 et U19 et j'ai la chance d'ouvrir le bal pour ce match Paris Saint-Germain Toulouse FC en U19 et pour m'accompagner un consultant de choc, un ancien joueur professionnel, aujourd'hui coach préparateur mental, monsieur Thomas Opic. Thomas, comment vas-tu? Bonjour à tous, bonjour Benjamin, très bien, je suis ravi de passer cet après-midi football phase finale avec vous. On va avoir de belles choses. On va avoir de très belles choses. Donc on est ici au camp des loges à Paris, à Saint-Germain-en-Laye plus exactement. Et donc quart de finale du championnat de France, donc entre le Paris Saint-Germain et Toulouse. Deux équipes forcément qui ont fait une belle saison dans un championnat, Thomas, qui est extrêmement compliqué. Oui, après il faut savoir aussi que les phases finales sont là pour concrétiser réellement en fait tout ce qui s'est passé durant la saison. C'est pour ça que pour les clubs là aujourd'hui qui sont dans ces phases finales, c'est très important, ça vient vraiment matérialiser tout le travail qui a été fourni tout au long de la saison, avec pas mal de changements évidemment. On n'a pas tout le temps les mêmes joueurs, mais il y a une ossature qui fait que évidemment on va concrétiser les choses. Ouais, on y reviendra parce que c'est vrai que très compliqué pour les entraîneurs d'arriver à faire leur équipe parce qu'il y a des U17, des U19, des joueurs qui sont dans le groupe pro, donc voilà, assez compliqué, mais en tout cas on a deux bons 11 de départ pour ce match. Paris qui a terminé tout simplement leader de son groupe cette année, vous le voyez devant la superbe performance de la Jeanne d'Arc de Drancy qui s'est qualifiée elle aussi pour l'écart magnifique, Thomas, le seul club amateur en quart de finale. Ouais, c'est extraordinaire parce qu'à ce niveau-là, en U19 nationaux, on a quand même beaucoup de très bons joueurs qui vont, enfin en tout cas qui ont cette possibilité et ce potentiel pour aller jouer au niveau professionnel. Et c'est vrai que la JA Drancy qui vient pointer le bout de son nez dans ces phases finales, c'est quand même extraordinaire, donc chapeau à eux. Ouais, Paris qui a déroulé, Paris vraiment qui a régalé tout au long de la saison en U19. Ils ne se sont pas inquiétés. On va d'ailleurs Presnel Kipembe qui est à la sortie du couloir. Et puis de l'autre côté, donc Toulouse qui a terminé second de sa poule derrière l'AS Monaco et Toulouse qui a été chercher la qualification, les amis, lors de la dernière journée où ils ont été, s'il vous plaît, justement gagnés chez le leader, chez l'AS Monaco, 3-2. Ça s'est joué dans les dernières secondes. Ils ont arraché la victoire et sont passés donc devant Saint-Etienne et sont donc là aujourd'hui en quart. Ils ont vraiment mérité leur place. Oui, le mérite, c'est la raison pour laquelle on va sûrement et certainement voir un très bon match avec une très belle opposition. Une équipe du PSG avec tous les joueurs qu'on connaît et qui commencent à pointer le bout de leur nez aussi dans l'effectif professionnel. Et puis une équipe toulousaine qui a montré en effet une force mentale pour aller arracher cette qualification pour les phases finales aujourd'hui. Et donc on voit la belle photo d'équipe mélangée au départ. Donc Paris jouera dans ses couleurs traditionnelles bien évidemment, et puis Toulouse dans un joli rose qui rappelle bien évidemment cette magnifique ville. Et donc on est parti pour ce match d'ouverture. Alors je ne sais pas si on a les compos qui sont disponibles, sinon on va vous les annoncer à l'oral. On a l'information du côté parisien. Bien voilà, justement Lucas Lavallée dans les buts. On va retrouver Hugo Lamy, Younes El Hanach capitaine aujourd'hui, le Marocain Nehemia Fernandez Veliz. On aura Vimoj Muntu, Zoumana Bagbema, Eyman Kari, Wilson Odebert, Noah Lemina qui n'est pas redescendu en U17, qui reste donc dans le groupe U19, Sekou Yansané et Djedji Gassama qui seront donc les 11 titulaires. Bien sûr le coach Papus, Zoumana Camara qui je crois que c'est la première année qu'il est en charge du 19 et de belle manière. Sur le banc du côté parisien, Louis Mouquet, le gardien de la Gambardella, le portugais Ismaël Garbi, Mehdi Ganouni, dont Patrice Bikuta et Kaïs Naget. Et côté toulousain, bien évidemment, on va aussi vous les présenter côté toulousain, alors que voilà, le coup d'envoi est fait. Côté toulousain, avec normalement dans les buts Justin Lacombe. On devrait avoir une défense donc avec Yannick Agora, Nicolas Vasbauer, le héros justement de ce match contre l'AS Monaco. C'est lui qui avait mis le but sur corner pour qualifier les Toulousains. Yanis Zodéougan, le capitaine. Nassim Laliki, on aura Tim Ray et Rafik Messali sur devant. Donc on aura du Alexis Ntamak, Eddy Zouliani, Ryan Tousgar et Giacomo Pérez, le meilleur buteur de cette équipe toulousaine sur le banc. Ils ne sont que 15, un groupe de 15 avec Maxence Abran, Yanis Enjo, Lucas Propuech et l'autre gardien Isiaka Touré, le coach de cette équipe, monsieur Thomas Fernandez. Voilà, pour être précis, avant d'attaquer donc ce match qui s'annonce donc normalement sur le papier avantage à Paris, Thomas.
Oui, surtout qu'on sait à quel point aussi l'aura parisienne est importante. Et puis c'est important pour le club en soi de valider aussi la formation au-delà de l'aspect équipe première. Évidemment qu'ils aspirent à installer finalement quelque chose de compétitif au sein de cette entité parisienne. On rappelle les autres quarts de finale rapidement avant que ça démarre. Donc Drancy, on l'a dit, s'est qualifié, se déplace à l'AS Monaco. Vous aurez Brest qui se déplace du côté de l'Olympique Lyonnais. Et le match qui vous est proposé, l'autre quart de finale qui vous sera proposé sur la chaîne de la Fédération Française de Football, sur la FFF TV, eh bien c'est Nantes-Strasbourg. Donc voilà, pour être précis, match qui doit démarrer normalement, je crois, à 14h30 exactement. Les demi-finales auront lieu dans une semaine du côté d'Amnéville. Et puis la finale dans 2 semaines du côté de Saint-Quentin. En tout cas, bravo à la Fédération Française de Foot de mettre en avant ces catégories-là, de nous proposer quasiment l'intégralité de tous les matchs, puisque les demi-finales et les finales seront retransmises sur la chaîne. Donc vraiment, bravo à la Fédé, c'est vraiment une initiative ultra sympa. Oui, je pense que c'est important aussi de mettre en valeur et mettre en exergue finalement tout ce qui est bien fait aussi dans notre formation française, de valider aussi tout ce qui est tout cet investissement aussi de la Fédé, des éducateurs, des formateurs, tout ce que la Fédé met en place justement pour faire émerger finalement ces jeunes joueurs au niveau professionnel et faire une belle équipe de France pour aller chercher des titres internationaux. Donc je trouve ça très intéressant en tout cas de mettre en valeur ces jeunes qui aspirent finalement au plus haut niveau. Ouais, d'ailleurs l'Euro des U19 qui démarrera dans un petit peu moins d'un mois si je vous dis pas de bêtises. Et puis justement comme tu parles de tous ces clubs, forcément là la part belle est faite à ceux qui ont réussi à se hisser en quart de finale. Mais sachez que c'est quand même un championnat donc ultra dur, ces championnats nationaux aussi bien U17 que U19. Puisque ce sont des groupes de 14. En U19, il y a 4 groupes de 14, donc ça fait 56 clubs en tout. Les 2 premiers donc, sont qualifiés pour les quarts, mais les 3 derniers redescendent. Imaginez-vous, sur 14, c'est quand même énorme, sachant que même il y a le plus mauvais des 11e qui descend aussi. Enfin, c'est quand même, il faut être sérieusement costaud et préparé quand on s'attaque à une saison comme ça dans cette catégorie d'âge-là. On s'aperçoit également que voilà, il y a aussi beaucoup de joueurs qui sont sous contrat professionnel déjà à ces niveaux-là, donc ce qui hausse aussi le niveau puisque ils s'entraînent tous avec la réserve. Ils ont pour la plupart d'entre eux déjà des matchs en National 2, National 3 et probablement des entraînements avec l'effectif professionnel. Donc ça élève aussi le niveau de ce championnat très dense. Ouais, bah justement dans les très gros joueurs de ces catégories U17, U19, on peut penser forcément au PSG. Xabi Simons qui n'est pas dans le groupe aujourd'hui, qui était hier dans le groupe contre Metz lors du dernier match du championnat de Ligue 1. Donc voilà, qui n'est pas là aujourd'hui. On a El Shaddai Vatchabuk et Warren Zahir Emery, alors qui sont tous les deux en U17 mais qui ont énormément joué en U19 cette année, qui sont avec le groupe France et ils se débrouillent extrêmement bien. Ils auront leur 3e match aujourd'hui d'ailleurs, les Français. Ils vont jouer les Pays-Bas en U17. Pour l'instant ils sont sur 2 victoires, très bien partis. Donc voilà, El Shaddai qui n'est pas là, qui est capitaine de l'équipe de France. Et donc ce sont de gros absents pour ce match ou le match du 17, parce que là justement toi Thomas qui connais bien ça un petit peu, la difficulté, c'est ce qu'on disait, très compliqué les amis. Imaginez-vous, c'est-à-dire qu'on a un championnat 19, on a un championnat 17, il faut gérer ceux qui arrivent à remonter en groupe pro. En Gambardella, c'est les U18 qui sont sélectionnables et pas les plus vieux U19. On a aussi la Youth League du côté du PSG là-dessus où c'est les U19 plus 3 U20 qui peuvent éventuellement intégrer le groupe. C'est quand même, c'est un millefeuille le machin. Ah oui, c'est très complexe d'ailleurs pour tout. Je pense qu'il y a des réunions au sommet tous les week-ends et toutes les semaines au sein de tous les entraîneurs et formateurs du centre de formation. Tout simplement parce qu'en effet, avec cet effectif pléthorique de joueurs, évidemment, les U17 qui s'entraînent avec les U19, certains U17 redescendent. Certains, mais en fait tout dépend aussi toujours de l'équipe première. Évidemment les redescentes en équipe première font basculer ceux qui sont N2 en U19, etc. Et il y a cette mentalité et en tout cas cette philosophie qui est très importante, je trouve, aujourd'hui dans les centres de formation. C'est qu'en fait les U17 s'entraînent toujours en U19 et aspirent justement à jouer en U19 pour les tirer vers le haut, et également les U19 qui vont jouer avec la N2. Donc tout ça fait que c'est difficile aussi de constituer des attention, on a eu peur là, heureusement. On veillait au grain du côté de Justin Lacombe.
Ouais, c'est sûr que c'est pas facile. Alors là, les U19, hein, pour vous redonner aussi les années d'âge, hein, on est sur les 2003-2004. Voilà, pour être précis pour ces U19. Et c'est pour ça que les phases finales aussi viennent inscrire, ancrer un véritable collectif, un vrai lien en tout cas entre les joueurs qui fonctionnent toute l'année ensemble dans les différentes catégories d'âge, en tout cas au niveau de l'entraînement. Mais c'est vrai que bon, bah, avec ce flux de joueurs, cet amas de joueurs, évidemment que c'est difficile de constituer une vraie équipe comme on le voit au niveau professionnel. Ouais, on a une vraie occasion là-dessus, on a lancé en pointation la première occasion. Lucas Lavallée qui est passé à côté et l'ouverture du score de Wilson Odobert tout de suite sur ce très très bon ballon. On a malheureusement Justin Lacombe qui s'est fait avoir là-dessus. Le gardien toulousain qui n'a rien pu faire donc sur cette magnifique ouverture. On va revoir tout ça tranquillement, c'est très bien joué en profondeur là-dessus. La défense toulousaine qui est aux abois et Wilson Odobert qui rectifie Justin Lacombe. Magnifique. Oui, on le voit, il y a des espaces, il y a des intervalles très intéressants à exploiter dans cette défense toulousaine. Alors peut-être que justement Justin Lacombe aurait pu jouer peut-être un tout petit poil plus haut avec sa défense sur cette action-là, même si justement, voilà, peut-être que le central a pas vraiment fermé. On l'a vu, en fait, il y a un central qui est monté pour venir justement bloquer celui qui a décroché, et peut-être que l'intervalle qui a été créé, justement, qui a été parfaitement exploité par les Parisiens. Ouais, Giacomo Pérez donc qui va faire l'engagement. On cherche tout de suite loin devant, en profondeur. On va se mettre dans ce match, le petit round d'observation finalement qui n'a pas duré longtemps et donc déjà une ouverture du score précoce dans ce match. Les Parisiens qui ne veulent laisser aucune chance, aucun espoir aux Toulousains. Et je voulais justement profiter, mais en espérant que le round d'observation était un petit peu plus long, mais ils n'ont pas laissé le temps, pour féliciter vraiment tous les clubs, parce qu'on parle des clubs pro. Sachez que sur le championnat U19, sur les 20 clubs professionnels de Ligue 1, 18 étaient présents cette année en 2021-2022. Seuls Reims et Lorient n'avaient pas d'équipe en nationaux U19. Sur la Ligue 2, 13 clubs étaient représentés. Et tout en bas, on avait quand même 3 clubs où l'équipe senior joue en Régional 2. Bravo à Montfermeil, à la SPTT Dijon et à l'ASC Pieve d'Ilota en Corse, qui ont réussi. Alors malheureusement, je crois que pour Dijon et pour le club corse, ça redescend. Mais Montfermeil qui a des équipes en U17 et U19, hein, s'il vous plaît, sur les 2 championnats nationaux, c'est monstrueux. Et en R1, nous avons Torcy, Mérignac et Tours, voilà, pour être précis, pour ces clubs qui arrivent à avoir des catégories jeunes très très haut placées sur l'échelon national. On voit évidemment que le vivier du bassin francilien est important, sûr, entre Montfermeil, Montrouge. Il y a beaucoup d'équipes, hein, Torcy, qui forment énormément de joueurs. Beaucoup de joueurs professionnels aujourd'hui sont issus de ces clubs-là. Et ça met, alors voilà, peut-être que c'est le moment aussi de mettre en lumière un petit peu tous ces éducateurs qui font le travail, qui font le job, comme on dit, dans ces clubs-là, qui accompagnent et qui permettent à ces jeunes, voilà, d'émerger et d'atteindre leur rêve d'être footballeur professionnel. Ouais, complètement Thomas. Et justement, tu parlais, on peut penser aussi au Paris FC, bien évidemment, qui est devenu maintenant le deuxième gros club francilien et qui est lui aussi bien sûr présent chez les U19 nationaux. Terminé 9e d'une poule qui avait été remportée par l'Olympique lyonnais. Donc voilà, Torcy, je vous le disais, mais c'est vrai que c'est... la plupart des joueurs aujourd'hui, le bassin francilien qui est devenu le premier bassin fournisseur de joueurs professionnels au monde devant, je crois, le bassin de, je sais plus si c'est Rio ou Sao Paulo, qui pendant des années a été l'endroit où le plus de joueurs professionnels sortaient de cette région, et l'Île-de-France est passée devant, voilà, depuis quelques années maintenant. Oui, ça montre à quel point finalement, au-delà des clubs professionnels qui sont mis en lumière aujourd'hui à travers ces phases finales, il y a de bons éducateurs chez nous en France, et qu'il faudrait aussi encore plus valoriser, peut-être encore plus accompagner aussi, de permettre aussi à ces clubs-là d'avoir peut-être plus de structure, en tout cas plus de moyens pour en tout cas accompagner encore mieux ces jeunes. Allez, on va vous les présenter au fur et à mesure maintenant, tous ces joueurs. Si vous ne les connaissez pas, donc la défense parisienne, on voit ici Néhémia Fernandez-Véliz, hein, qui a le ballon, qui passe ici latéral droit à Hugo Lamy. Tous ces joueurs là qui espèrent bien sûr intégrer le groupe O, ou pour certains qui ont eu droit à
qui ont joué aussi un petit peu avec la réserve, parce qu'à Paris on parlait que la réserve maintenant n'existait plus vraiment, qu'en tout cas n'avait plus de lien avec le groupe de Ligue 1, mais par contre les U19 et les U17 peuvent de temps en temps avoir des petits shots quand même avec cette équipe de réserve. Oui, après c'est vrai qu'au PSG il y a aussi la Youth League qui joue beaucoup en fait dans la philosophie parisienne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui cette compétition là, qui est une compétition de très très haut niveau aussi, amène les joueurs à s'aguerrir peut-être plus qu'en National 2. C'est la raison pour laquelle probablement aussi ils ont fait ce choix, en tout cas un des critères pour ce choix. Maintenant la National 3 c'est important pour les duels, pour le physique, pour aussi peut-être faire face à des joueurs un peu plus expérimentés. Est-ce qu'aujourd'hui tu as besoin, justement, toi qui es ancien joueur pro, est-ce qu'aujourd'hui tu penses que tu as besoin de passer forcément par la réserve, par exemple en adulte, on va dire entre guillemets, que de faire toutes tes classes en catégorie jeune? Après tout dépend de la politique du club aussi, hein. Si on compare ça avec le PSG qui aujourd'hui aspire à gagner la Ligue des Champions, hein, ouais. Ne l'oublions pas. Attention, très beau travail ici là-dessus, magnifique de la part de Noah Lemina, superbe petit frappe pied gauche là, et Justin Lacombe tranquille, les gants sûrs, heureusement, sur la belle frappe de Noah Lemina, qui normalement lui est un 2005. Noah Lemina qui aurait pu jouer en U17 aujourd'hui. Tout à l'heure on rappelle que l'U17 joue à 17h contre les Nantais. Mais Noah Lemina est resté dans le groupe U19. Voilà, pour être précis. Excuse-moi, je t'ai coupé Thomas sur, sur la frappe de Noah. Le jeu prime, ouais. Le jeu prime sur le jeu. Oui, exactement, tout à fait. Non, je disais justement que ça dépendait de la philosophie et en tout cas des perspectives de chaque club. Je pense en effet que pour certains clubs c'est important que les joueurs puissent s'aguerrir en National 2. En National 2 il y a des vraies bonnes équipes quand même dans le monde amateur qui opposent, en tout cas qui opposent quelque chose technique, tactique important, avec des duels qui plus est, avec peut-être un aspect physique plus important. Peut-être que ça permet aux jeunes de s'aguerrir évidemment. Le National 3, selon moi, hein, ça reste mon avis mais un peu moins, je pense que justement le championnat U19 et notamment des joueurs qui vont aller chercher la Youth League, c'est peut-être plus intéressant, plus pertinent. Et puis le fait est qu'aujourd'hui, imaginez un joueur U19 qui va juste faire un entraînement avec l'équipe professionnelle aujourd'hui du PSG. Je veux dire, en l'espace d'un entraînement, ouais, j'imagine que tu arrives à prendre quand même on développe plus que si j'allais jouer un match en National 3. Quelques aptitudes certaines, ça c'est sûr. On rappelle que Paris hein, en Youth League était d'ailleurs, alors la Youth League pour vous la résumer rapidement, hein, qui est donc la compétition européenne de clubs des moins de 19 ans, où tous les clubs qui sont en phase de groupe ont leur équipe automatiquement qualifiée donc pour cette compétition là, et après il y a 32 autres équipes qui passent, eux qui sont les champions des 32 meilleurs pays dans la catégorie U19 au classement UEFA. Je sais pas si je suis très clair, et donc voilà, il y a deux voies grosso modo pour se retrouver après en huitième de finale. Donc cette année bien évidemment c'était Paris Saint-Germain et Lille, hein, le LOSC qui était qualifié. Lille est tombé en phase de poule, donc on a exactement la même poule que la poule la poule des seniors, et Paris a fait quart de finale, et l'équipe qui est passée par la voie des champions, qui a perdu au deuxième tour justement de cette voie là, c'était Angers. Angers qui n'a pas été champion de France U19, mais qui avait été, c'était une très bonne initiative de la part de la Fédé, avait décidé comme qu'Angers était la meilleure équipe avant le Covid, et donc qui a eu le droit de participer à la Youth League cette année. J'imagine que ça a dû être une expérience ultra sympa pour les Angevins. D'ailleurs Angers qui se retrouve aussi en phase finale des U17, donc Angers qui forme et qui est sur une vraie continuité, qui est plutôt régulier en tout cas dans la formation, donc à mettre aussi en lumière. Ouais, la Youth League hein, qui existe depuis maintenant une dizaine d'années, et Paris a fait finale. C'était ça remonte maintenant, elle a perdu contre Chelsea 2-1. Donc voilà, si la Youth League vous intéresse, les équipes qui ont été championnes championnes U19 en France, qui ont pu participer, comme Bordeaux, Montpellier, le Stade Rennais ou encore le Stade de Reims, qui ont pu participer à cette compétition. Et ça c'est aussi important hein, de pouvoir faire face en fait à des équipes avec des mentalités, avec des footballs différents, ouais. Et donc de pouvoir encore plus s'aguerrir face justement à ces mentalités, à ces footballs différents, de découvrir en fait des choses, et pour un jeune joueur de découvrir de nouvelles choses, ça permet vraiment de développer encore plus ses compétences, et notamment le PSG en tout cas qui aspire à développer des joueurs pour le niveau justement international et le niveau européen. Donc c'est une vraie philosophie
défi là-dedans aussi. Et puis pour être complet, elle est globale sur les performances cette année de ces équipes jeunes des deux clubs. À noter qu'en Gambardella, on vous disait attention quand même, pourquoi pas ici, parce que c'est quasiment un 4 contre 3 qui est en train de se décider. Oh, on s'est pas compris. On s'est pas compris du tout. Ouais, Gassama là qui est en train de dire attends, mais je t'ai fait la passe, tu m'as fait un appel dans Zig, t'es parti dans le Zag. Ouais. Oui, après, probablement qu'il y a l'orientation aussi de l'appel. Il s'est mis complètement de dos, il s'est tourné, ce qui fait qu'à un moment donné, pourtant l'appel était bon, il y avait un véritable espace, ça a été bien fixé encore une fois. Yansane deuxième fois, l'appel n'était pas bon tout à l'heure, mais Yansane cette fois-ci, oh la belle sortie de Justin Lacombe. Cette fois-ci, l'appel était bon de ses couilles Yansane. Ouais, très bien sorti là, Justin. Oui, par rapport à l'action du but, cette fois, Justin Lacombe parvient à être sur des plus petits pas, ce qui fait qu'il peut intervenir. Tout à l'heure, grand pas, il s'est complètement jeté, ce qui lui a empêché réellement d'intervenir de manière judicieuse. Donc là, il a agi en tout cas de manière avec promptitude. Ouais, on rappelle Thomas que tu étais ancien joueur de foot professionnel, tu étais gardien de but. Bon, voilà, je vois que forcément si cette appétence pour parler de la performance de Justin, alors que tout doucement on est en train de légèrement se réchauffer dans la surface tranquillement. Mais l'arbitre veille au grain, bien sûr, pas de souci, on est cool. Et donc ouais, rapidement, alors qu'il y a quand même ce corner, rapidement on rappelle que Paris et Toulouse n'ont pas brillé cette année en Gambardella. Paris qui est tombé, c'est quand même la compétition ultra importante. Cette Gambardella, c'est la Coupe de France des jeunes, c'est la même chose. Tous les clubs français qui ont une équipe en U18 grosso modo peuvent participer. U18, U19, mais on rappelle que c'est les U18 uniquement qui ont le droit de jouer. Donc ce qui crée aussi l'appareil d'obliger un groupe un peu différent encore une nouvelle fois. Pas simple encore, tu prends des U17, tu prends des U19, tu les mélanges un peu quoi, c'est l'idée. Ah oui, non mais complètement, on va peut-être laisser jouer ce corner, ouais. mais complètement, pour un entraîneur, pour un éducateur, un formateur, on va peut-être voir ça après le corner. Ouais. Ouais, l'arbitre qui vérifie que tout le monde est bien placé, garde un œil dans cette surface où tout à l'heure il y a eu un léger accrochage. Et voilà, tout de suite, on le sentait. Ouais, il veillait au grain là. Attention, là les mecs, vous n'allez pas me la faire, il n'y a pas moyen. Si je vois le moindre petit truc, c'est sifflé direct. Ouais, donc généralement, c'est le coach des U19 qui est en charge de la gambarde. Oui, ouais, mais c'est ultra complexe en fait. C'est vraiment, c'est être, si je peux donner une image, c'est vraiment, je suis cuisinier mais de très haut niveau, j'ai 3 étoiles et je suis obligé de faire avec plein d'ingrédients différents, avec des ingrédients qui ont toutes des qualités, mais il va falloir que je les mixe en fonction aussi de ma cible, la Gambardella, la Youth League, les pros, etc. Ça fait beaucoup de critères justement à prendre en considération pour faire des choix. Il y a le choix aussi à travers la formation, c'est-à-dire qu'il y a un objectif de formation, n'oublions pas, on n'est pas là simplement pour des résultats à ce niveau-là, on est là pour former des joueurs pour les fictifs professionnels. Donc il y a tellement de critères. Je pense que justement, l'entraîneur U19 c'est un des postes les plus complexes, on va dire, dans le monde du football aujourd'hui, parce que il y a au-dessus et il y a en dessous. Et il y a cette population invraisemblable de joueurs qu'il a sous sa direction. Ouais, qu'il a géré, c'est sûr, pas évident. Et donc, c'est très bien fait ça. Attention, cette petite balle qui est bien donnée. On cherchait Giacomo Pérez en retrait. Et finalement, Hugo Lamy arrive à dégager. Et là, on ne s'est pas posé de questions chez Hugo. Les yeux fermés, on a envoyé une énorme ogive le plus loin possible. Mais finalement, le ballon qui est gardé par les Toulousains. Attention, Toulouse tout doucement qui est en train de se réveiller. Pour l'instant, il n'y avait eu aucun danger sur les buts de Lucas Lavallée. Mais ça, il y a les premières incursions qui sont en train de se faire à chaque fois. Et voilà, tranquillement, Lucas qui va pouvoir récupérer cette balle. Et donc, Toulouse a perdu au premier tour contre eux. C'est un joli petit derby, Montpellier-Toulouse. Perdu 1-0 à Montpellier lors du premier tour de cette Gambardella. Premier tour fédéral, les amis. On rappelle que les équipes de U19 rentrent au premier tour fédéral. Donc, ça équivaut grosso modo à un 6e, 7e tour à peu près. Et donc, 1-0 victoire de Montpellier. Et puis, du côté de Paris, on a perdu donc en 16e de finale. On avait battu Lisieux, le très bon club de Lisieux, 5-1 là-bas. Et on avait été gagné au tir au but à l'extérieur contre le LOSC en 32e de finale. Et puis en 16e de finale, défaite contre le Havre. Le Havre, défaite 1-0.
Donc voilà, avec pas mal de joueurs de cette équipe qui sont des joueurs de Gambardella. Aujourd'hui, vous pouvez retrouver justement Younes El Hanache qui est sur le terrain. Vous avez Nehemia Fernandez qui est sur le terrain, Vimosh Mungu aussi, Hugo Lamy, Eyman Kari, voilà, qui sont présents, Wilson Audebert ou encore Noah Lemina, qui était vraiment l'ossature de l'équipe Gambardella parisienne. Allez, Giacomo Pérez, très intéressant, 12 buts cette saison pour Giacomo, qui est suivi, Thomas, par des équipes italiennes. Il est d'origine hispano-italienne, Giacomo Pérez, et qui est suivi, si je ne dis pas de bêtises, je crois, par Sassuolo et l'Atalanta Bergame. Oui, Sassuolo qui est une équipe qui regarde beaucoup les jeunes prometteurs, notamment français, ouais. Puisque Maxime Lopez qui fait les beaux jours de Sassuolo. Ouais. Donc évidemment qu'il y a peut-être aussi cette ouverture à la France qui est favorisée par les bonnes performances de Maxime Lopez là-bas. Ouais, c'était Edis Villani là qui a perdu le ballon, l'Algérien. Franco-algérien, excellent joueur lui aussi, annoncé comme une petite pépite, le numéro 10 toulousain. On s'aperçoit que le danger... Ouais, on le voit encore, justement, il essaye là, il va gagner la touche maintenant pour Toulouse. Et le danger est apporté vraiment sur le côté, donc ouais. Pour les Toulousains, aujourd'hui il va falloir insister sur ces côtés en multipliant les centres. Ouais, Ryan Tousgar, son frère qui a marqué hier avec 3. Qui a mis un but. Ryan qui a beaucoup joué avec la réserve cette année, un petit peu moins je crois avec les U19, mais par contre qui forcément est là pour ravi d'être dans le groupe justement pour essayer d'aller chercher la qualification pour les demi. Et d'ailleurs parmi les quarts de finale, si on regarde un petit peu les centres de formation dans leur globalité sur les équipes présentes en quart, aussi bien en U17 qu'en U19, on peut noter quand même que Paris a ses 2 équipes qualifiées, on peut noter que l'Olympique Lyonnais a ses 2 équipes qualifiées, Strasbourg a ses 2 équipes qualifiées et Toulouse, on rappelle que l'équipe remonte et a brillamment réussi en senior cette année en Ligue 2 et remonte en Ligue 1, et bien Toulouse pareil, présent sur les 2 phases finales U17, U19, ce qui vous montre aussi la qualité du centre de formation. Ouais, on trouve assez régulièrement ces équipes. L'OL qui risque de faire aussi, en tout cas qui aspire à aller au bout de ces phases finales, que ce soit en U17 ou en U19, qui a gagné la Coupe Gambardella, on l'a vu. Voilà, en tout cas l'OL s'expose comme un véritable prétendant face au PSG. Ouais. Ouais, on a dû se jeter là-bas du côté de Vimosh Muntu. Et on demandait une sortie de but, apparemment non, l'arbitre de touche qui a préféré signaler un corner qui va être tiré donc par Edis Villani côté toulousain. Ça va être important pour les Toulousains de ne pas trop jouer aussi dans le domaine aérien. Il y a quand même de la hauteur dans cet effectif parisien. Edis Villani qui est au club depuis 2013, imaginez-vous. Oh, elle est belle, dommage là-dessus, on y a cru. Je crois que c'était Rafik Messani qui s'était élevé là côté Toulouse. Ouais, on va voir, ça c'est Rafik Messani qui la prend. Ouais, dommage. Bien défendu par Nehemia Fernandez qui l'a repoussé du dos. Ce corner. Allez, la touche pour Nassim Lamniki. On a beaucoup de bons joueurs de ballon dans cet effectif toulousain, avec de la vitesse, de la vivacité, de l'explosivité. Et il s'agit de vraiment jouer sur ces qualités-là du côté toulousain, de passer par les côtés pour rentrer ensuite. Voilà. Ouais, et voilà encore Fernandez qui la repousse. Attention à ne pas perdre ce ballon dans la surface. Muntu qui va jouer maintenant côté gauche. On va essayer de travailler. Ouais. Vous voyez cette volonté de ressortir le ballon au sol, ouais. Pour les Parisiens, on les a vus, vous l'avez, Benjamin, tu l'as remarqué tout à l'heure, un seul dégagement, hein, l'ogive dont tu parlais tout à l'heure pour écarter le danger, mais en général, là, depuis le début, depuis 23 minutes maintenant, c'est que des ressorties de balles au sol en essayant de trouver des points d'appui, des jeux à 3, ça dégage très très rarement du côté parisien. C'est un peu la philosophie de l'équipe première de toute façon en senior, et on essaye d'installer ce même type de jeu sur des catégories plus jeunes. Oui, de toute façon, c'est la philosophie de l'équipe professionnelle qui est forcément ligne directrice pour l'ensemble des formateurs et des équipes jeunes.
Ouais, c'est les valeurs du club qui doivent transparaître aussi dans chaque équipe. Attention, premier carton, grosse faute justement de Ryan Tousgar là-dessus. Aïe aïe, sur Wilson Odobert. Ouais, je pense qu'il le sait là. Ouais, j'espère qu'il n'y a rien de grave pour Wilson. Ryan Tousgar qui est passé avant par le Nîmes Olympique et qui est arrivé au centre de formation en 2021. Donc vraiment pour jouer en U19 et aussi pour avoir la possibilité de jouer en réserve. Et d'avoir sa chance, hein. Il a goûté un peu à l'équipe première aussi. Ryan Tousgar, direct, il n'y a rien à dire. Ouais, surtout que c'est pas forcément une faute, j'ai envie de dire, utile à cet endroit-là du terrain. C'est voilà, de pouvoir simplement, en plus, le joueur parisien est de dos dans le camp adverse. Alors l'objectif là, c'est justement de permettre aux joueurs parisiens de jouer vers l'arrière simplement, et puis de faire un peu ce qu'on pourrait appeler du gagne-terrain pour que le bloc toulousain puisse remonter et mettre un peu de pression. Mais c'est vrai que malheureusement, cette faute un peu inutile qui le met maintenant sous le coup d'un deuxième carton jaune, d'une expulsion si jamais, déjà dès la 25e minute. Ouais, c'est... On va voir en tout cas Toulouse qui va beaucoup mieux. Ils ont pris un gros quart d'heure, un énorme orage sur la tête. Pendant un moment, les Toulousains déboussolés pendant 10 minutes. Ce but qui arrivait de manière précoce les a aussi un petit peu séchés. Mais là, on les sent mieux. Toulouse, on rappelle, eux, ils sont un petit peu miraculés. Ils s'y attendaient pas. Normalement, ils s'y attendaient pas. Ils étaient quand même seconds, mais Saint-Etienne qui était revenu à la vitesse de la lumière sur cette fin de championnat. Et quand lors de la dernière journée, ils ont dû aller se déplacer du côté de l'AS Monaco sur le Rocher et qu'ils étaient menés. Mais attention, parce que là, il y a encore une belle occasion pour Paris avec Gassama. Gassama qui garde le ballon. Gassama pour l'instant qui arrive à repasser derrière sur Kari, qui va jouer maintenant sur Hugo Lamy. Côté droit, on lance Noah Lemina. J'ai cru qu'on était parti à la bicyclette. Là, que Gassama était parti pour nous tenter un magnifique geste technique. Et finalement, c'est contre-attaque toulousaine. C'est bien donné là dans l'axe, un joli coup à jouer. On joue avec le latéral gauche avec Amniki, Nassim Amniki qui lance en profondeur. Maintenant, Alexis Ntamak qui va rejouer avec Amniki en 1-2. On va chercher au deuxième poteau. Est-ce qu'on a une solution? Oui. Giacomo Pérez qui remet derrière. C'est très bien joué cette action et la frappe, dommage. On s'en veut. Ryan Tousgar, il doit les aimer ces ballons-là. Il se voyait la mettre au fond. C'est magnifique, la belle remise de la tête derrière. Et regardez ça, au 20 mètres, boum, un canard. En tout cas là, et encore une fois, ça passe du côté droit du PSG. C'est encore une fois là que le danger arrive, une fois de plus, j'ai envie de dire. Donc il va falloir insister de ce côté-là et puis remettre, comme ça a été le cas là avec Giacomo Pérez qui intelligemment a vu Tousgar justement en retrait. Il va falloir vraiment jouer sur ces aspects-là et ne pas aller chercher forcément à marquer de la tête, parce qu'il y a du beau monde et de gros physique dans cette défense parisienne, et de jouer sur ces éléments-là, de fixer d'un côté et ensuite de libérer des espaces. Même si Giacomo Pérez c'est un beau bébé quand même, Thomas, le 9 toulousain. Oui, il a une très bonne, en tout cas il parvient à conserver le ballon, il joue très bien de son corps. On est tout à fait d'accord, mais c'est pas dans le domaine aérien qu'il est le meilleur non plus. Allez, c'est maintenant Paris qui a le ballon, mais voilà, on la perd assez rapidement. Toulouse qui va avec Ryan Tousgar pouvoir justement faire quelque chose. Ryan qui la garde bien. Voilà, on va jouer rapidement et c'est une touche pour les Toulousains. Je vais juste parler du jeune Alexis Ntamak. Alors ils sont tous jeunes, je risque de l'employer souvent ce soir, mais c'est parce que toi tu es vieux. On est vieux, voilà, c'est pour ça exactement. Mais Alexis Ntamak par exemple, qui avait été coupé par les Girondins de Bordeaux au centre de formation et qui a réussi à rebondir au centre de formation de Toulouse. C'était quelque chose il y a 20 ans, 30 ans, quand tu étais coupé d'un centre de formation, tu n'avais plus ta chance entre guillemets, t'étais pas blacklisté mais pas loin. Et aujourd'hui ce qui est bien, c'est que les clubs essayent. Parce qu'aujourd'hui on sait aussi à très très haut niveau, on sait que l'environnement, peut-être la période, peut-être que l'entourage à un moment donné, peut-être que tout, en fait c'est tellement complexe pour qu'un joueur puisse performer, qu'à un moment donné c'est pas parce qu'il n'a pas performé à un endroit qu'il ne
performera pas à un autre endroit. Donc l'idée c'est vraiment de se focaliser sur le potentiel intrinsèque de l'individu et du joueur et de se dire on peut en faire quelque chose avec notre mentalité, avec notre fonctionnement, et puis peut-être qu'il y a cette maturité aussi qui s'installe au fur et à mesure. Je veux dire, il y a une progression très rapide chez les jeunes, c'est-à-dire qu'en un an il y a une maturité qui peut s'installer, il y a des réflexions qui peuvent s'installer, peut-être qu'en effet ils sont accompagnés différemment, etc. Donc tout ça fait qu'à un moment donné, l'échec d'un moment peut être la réussite d'un autre. Et d'ailleurs on le voit dans d'autres sports aussi, les échecs rapides peuvent amener de grandes réussites. Si je peux donner l'exemple au niveau du tennis où Nadal qui perdait contre Gasquet chez les petits as jeunes, il en parle toujours comme un de ses plus gros échecs. Et pourtant on l'a vu après, en fait il n'a plus jamais perdu contre Gasquet, ce qui fait que heureusement qu'il a échoué vite pour réussir vite. Donc pourquoi pas chez les jeunes footballeurs également. Allez, attention, un coup franc intéressant là, 25 bons mètres pour Toulouse. On va la jouer pied droit. On va tenter à terre, ras du poteau là, du côté de Timray. Ouais, un petit peu déçu. On s'attendait à peut-être une belle enroulée lunette. Préférait la jouer à terre, peut-être sous le mur. Je sais pas quelle était la tentative là, de la part du jeune joueur toulousain. Mais ouais, et tant mieux. Puis c'est vrai qu'on les connaît, toutes ces histoires où les gros clubs de formation sont passés à côté de talent parce que ils n'avaient pas vu à l'époque le potentiel de tel ou tel joueur. On connaît les Cafou, PSG, etc. Enfin, toutes les histoires qui ont tourné, les clubs que Platini qui n'avaient pas été pris à l'époque par Metz. Donc voilà, et d'avoir la chance de pouvoir rebondir justement. Attention, Paris là-dessus au deuxième, il n'y a personne. Il y avait Vimož Muntu qui arrivait de très très loin, de trop loin. Finalement ça va être sorti de but. Je pense que ça fait un peu jurisprudence aussi finalement, toutes ces histoires, on en parle encore aujourd'hui d'ailleurs en équipe de France avec N'Golo Kanté, encore Edouard Mendy, la fabuleuse histoire d'Edouard Mendy, gardien de but à Chelsea qui remporte la Ligue des Champions, meilleur gardien du monde et qui il y a 5 ans, 6 ans de ça était au chômage. Ouais. Donc en fait ce qui fait que toutes ces histoires font qu'on se dit oui, il y en a tellement, donc probablement qu'en fait la manière dont moi je vais l'accompagner, le coacher, lui parler, peut-être que ça va fonctionner et peut-être que ça va pas fonctionner avec un autre. Voilà. Et comme tu l'as dit Benjamin, en fait plus en plus d'histoires comme ça. C'est clair. Et puis il n'y a pas aussi, et pour rassurer tous nos jeunes footballeurs qui nous regardent aujourd'hui, pareil, il y a des belles histoires se racontent aussi. C'est pas parce que vous n'êtes pas en centre de formation en U17 et que vous n'allez jouer pas ces quarts de finale, ces phases finales de championnat 17 que vous n'avez pas la chance peut-être un jour de pouvoir pousser la porte du monde professionnel. Donc il y en a beaucoup là aussi encore. Il n'y a pas de vérité. C'est vrai que dans le football aujourd'hui, il n'y a pas de recette miracle non plus pour devenir professionnel. Donc à tous les jeunes joueurs aussi, si on vous promet la recette miracle pour être footballeur professionnel, attention, fuyez, mais il n'y a pas de recette, il n'y a pas de vérité. Comme tu le dis Benjamin, c'est pas parce que voilà on fait les phases finales aujourd'hui qu'on sera professionnel. On fera une petite carrière peut-être, voilà, National 2, National 1 qui sera aussi très bien, mais voilà, il n'y a pas de garantie sur rien. Le sport de haut niveau en général c'est très volatile, c'est très ponctuel. Allez, Paris qui a la main sur le pied sur le ballon plutôt, mais la main ça marche aussi. Le pied sur le ballon avec Hugo Lamy maintenant qui va toucher cette balle. On va jouer devant, dommage, Noah Lemina là qui l'a perdu, qui avait tenté le petit pont. Et les Toulousains qui arrivent de plus en plus maintenant à pouvoir ressortir proprement, garder cette balle. La défense toulousaine qui a repris confiance, on le voit là avec Yanis Zodéougan ou encore Nicolas Vasbauer. Les deux là, voilà, c'est Yanis qui a la balle, qui va la remonter gentiment. Et on essaye maintenant de construire. Et on le voit, ça fonctionne. Ils ont eu déjà une ou deux belles occasions, les Toulousains. Voilà, Noah Lemina qui perd encore cette balle. Hop, petite faute sur Alexis Ntamak. Justement, ce joueur qui avait été coupé par les Girondins de Bordeaux. Un joueur de 2004. On voit les Toulousains qui arrivent un peu plus à trouver, en tout cas, des combinaisons à 2, à 3. Probablement qu'il y a plus de mouvement que dans ces 15-20 premières minutes où ils avaient un peu plus de difficulté à ressortir le ballon.
Pour eux c'est le gros match aussi, hein, même s'ils ne sont pas impressionnés, certains on a dit ont déjà goûté la réserve, etc. Mais là c'est quand même le gros match face à Paris. On s'attend, attention, on a tenté de loin celle-là, et Lucas Lavallée qui est tranquille, qui la laisse passer. Belle frappe de Rafik Messali, mais malheureusement pas cadré. Rafik Messali qui est au club depuis 2016. Les Toulousains qui vraiment pour le coup ont une équipe avec des joueurs qui sont déjà là depuis quelques années. Est-ce que je vous parlais de Eddy Zuliani en 2013, mais vous avez aussi Tim Red 2015, vous avez Giacomo Pérez 2014. Voilà, on construit déjà quasiment depuis les catégories U11, U12 avec ces joueurs-là. Oui, dans ces centres-là, c'est vrai qu'ils misent aussi sur cette continuité. C'est important de créer aussi cette valeur, cette identité toulousaine. Donc c'est la raison pour laquelle il y a des joueurs qui restent et qui perdurent. Après évidemment dans d'autres clubs, gros clubs comme le Paris Saint-Germain, il y a peut-être un peu plus de mouvement parce que aussi il y a des attentes peut-être aussi plus importantes. Donc Toulouse qui vient, qui retrouve enfin la Ligue 1, ça risque d'impacter aussi le centre de formation, en tout cas l'image du club. Donc peut-être d'attirer aussi d'autres joueurs. Allez, Hugo Lamy, à côté droit. Ouais, qui recrute aussi local, hein, Toulouse, parce que y a de toute façon des viviers de joueurs excellents, il y en a partout en France maintenant, ça c'est une certitude, mais ils sont quand même dans une zone où il n'y a pas tant de clubs professionnels que cela, Toulouse autour, et on va recruter aussi, on a recruté du côté par exemple avec Yanis Agora, hein, du côté de Muret, qui est juste à côté, ville voisine de Toulouse. Attention, en retrait, pourquoi pas Noah Lemina, et le bel arrêt, très bel arrêt de Justin Lacombe. Ça y est, je peux vous dire que s'il y en a bien qui est chaud aux côtés de Toulouse, c'est bien Justin. Allez, très bel arrêt là-dessus, dommage, la Noah Lemina qui avait une vraie occasion. Il s'en veut, Ouais, c'était intéressant, on regarde, voilà, il y a deux joueurs parisiens qui plongent direction le but et en effet Lemina qui recule, qui fait cet appel là, qui propose cette solution. Tactiquement en tout cas c'est très intelligemment joué. Ouais, le décrochage de Lemina, dommage, qui n'a pas été récompensé. Et pour l'instant, on va dire que Toulouse sauve l'essentiel. Gardez juste ce retard d'un but à la mi-temps, important. Oh, et que se passe-t-il? Il y aurait déjà un changement. Alors, j'ai pas vu qui est sorti. Ouais. Bon, un joueur apparemment qui a l'air d'avoir une petite blessure. Et l'entrée donc du côté de Toulouse. Alors qu'est-ce qui se passe-t-il encore? Il y a encore l'arbitre qui est obligé de siffler une nouvelle fois. Entrée du côté de Toulouse, donc de Lucas Propuech qui vient de rentrer. Attention à ce très bon ballon, dommage encore. Passez pas loin, c'est Kouyan Sané. Et finalement on va sauver le corner je crois, et ça va être une touche parisienne. Ouais, Lucas Propuech qui est au club depuis 2013 lui aussi. Voilà, hein, ce que je vous disais des joueurs qui sont au club depuis un bon moment maintenant. Du côté de Toulouse, c'est leur identité. C'est la raison pour laquelle il va falloir se méfier de ces Toulousains dans les derniers instants. D'ailleurs, cette qualification aux phases finales dans les derniers moments de ce championnat. Justement montre à quel point il y a une mentalité particulière, une mentalité de guerrier. Ouais, et là c'est Noah malheureusement qui a pris un Giacomo Pérez plein buffet, pleine épaule. Ouais, Noah Lemina qui reste au sol. Ouais, il n'a pas fait exprès bien évidemment, mais il est arrivé assez vite là, Giacomo Pérez. Ouais, les Toulousains aussi veulent installer ce rapport de force pour montrer à ces jeunes Parisiens que rien n'est joué. Ouais. Très en retard quand même, Giacomo. Alors Giacomo est sur le terrain. Qui c'est qui est sorti donc du côté de Toulouse? C'est de retrouver ça. Est-ce que c'est Eddy Zuliani peut-être? Ouais. Peut-être bien. Non, il est là. Il joue dans l'axe là.
On va voir tout ça. Attention, Giacomo Pérez justement avec Eddie Giuliani. Très bien récupéré. La vitesse, on vous l'a dit, Giacomo. Il y a une solution maintenant qui est proposée par Lucas Popouech. Une solution qui était proposée à gauche et on va obtenir un excellent coup franc et on va prendre un carton, une biscotte aussi. Cette fois-ci du côté de Nehemia Fernand Véliz. On va commencer à noter les cartons. J'étais pas parti pour, mais là je me dis ça commence à être intéressant. Attention, ça pourra avoir son importance en fin de match. Côté. Regardez, pour moi c'est très mal défendu. Ils sont 3-4 autour de Giacomo. Il ne peut chercher que ça, mis à part le décalage à gauche. Mais il pouvait trouver que le coup franc, que la faute. Donc en sachant ça, ça aurait été intéressant justement de simplement le cadrer et qu'il puisse s'enfermer dans ce triptyque parisien. Allez, regardez, on va se mettre à deux. Ouais, Lucas a l'air qui va rentrer, a l'air très très chaud pour le tirer. C'est peut-être Rafik Messali qui est sorti. Je ne le vois plus sur le terrain. Ouais, ça, cette fois-ci, pour l'instant, on a très mal tiré. Les deux coups de pied arrêtés, là, ils avaient deux beaux coups francs, les Toulousains. Et dommage, on n'a pas mis du tout en évidence Lucas Lavallée sur ces deux coups francs. C'est des vraies occasions de but, surtout face à une équipe parisienne pour l'instant qui derrière n'a pas eu trop de choses à faire. Mais vous voyez, c'est des fois cette problématique chez les jeunes où dès que le coup de sifflet retentit, je veux me précipiter et tirer comme si c'était un starter. Donc prendre le temps vraiment de se concentrer, de visualiser. Ouais, toi en tant que justement coach mental là-dessus, quand tu as affaire avec à des footballeurs sur j'imagine si tu as des milieux de terrain, des mecs qui tirent pas mal les coups de pied arrêtés, c'est le conseil que tu donnes, prendre son temps. Pas forcément, c'est prendre trouver son temps et son rythme à soi, mais en tout cas ne pas être focalisé sur l'extérieur. Tim Ray, là encore, elle est magnifique, elle est splendide sur un 1-2 avec Giacomo Pérez qui a joué le pivot là-dessus. Oh, il est monstrueux ce but toulousain, c'est la surprise. Alors il est là en plus, Rafik Messali est bien sur le terrain, c'est peut-être un défenseur central qui est tombé, on va voir ça. Voilà, il est magnifique ce but, il ne doit rien à personne. Regardez, on va voir le ralenti, c'est un énorme 1-2 hein. Vous voyez, c'est un pivot, derrière on la garde. On crochette, on est chez Younes El Anache, on est battu. Et Lucas Lavallée qui n'a pas eu grand chose à faire dans ce match, et bien là est obligé de s'incliner. Et donc juste avant la mi-temps, au meilleur des moments, le Toulouse Football Club donc qui revient au score. Et ça va nous lancer une deuxième mi-temps de feu les amis. Ouais, c'est ce que je vous disais, ils ont joué sur leur force. Combiné à 2, 1-2, et puis ensuite voilà, avec ces petits appuis vifs, explosifs, ils conservent le ballon très très proche de ses pieds, ce qui fait que les Parisiens ne peuvent intervenir. Et puis après, bon bah voilà, c'est le talent qui fait le reste. Et les Parisiens piqués au vif. Attention à ça, Wilson Oudebert qui dégage dans Lemina, il en a eu plein. Oh là là, Lemina, c'est pas possible, il est en train de manger tout doucement la feuille. Il est tout doucement en train de la grignoter. Oh là là, là-dessus, on loupe le cadre, on est très bien sorti. J'imagine que tu as dû apprécier la sortie de Justin Lacombe qui a bloqué l'angle, mais là Noémina qui ne trouve pas le cadre. C'est le contrôle qui permet finalement aux défenseurs toulousains de venir gêner, de permettre aussi à Justin Lacombe de sortir pour boucher l'angle comme tu l'as dit Benjamin. C'est ce contrôle, s'il le prend en une touche, probablement que là Justin est en plein mouvement. Alors je crois que c'est Alexis El Tamac qui a dû sortir là maintenant. Je l'ai pas vu sur le terrain, Alexis. Et quel match là, ça y est, les deux équipes qui sont complètement lancées dans le bain. C'est ça qu'on aime dans les championnats jeunes, c'est qu'il y a de l'intensité. Ça parfois ne calcule pas justement les temps forts, temps faibles. Il y en a beaucoup moins que dans les catégories seniors. Donc c'est ça aussi qu'on aime quand on regarde ces matchs-là. Et tant mieux, merci à la Fédé, justement à la Fédération Française de Foot, de pouvoir proposer ça. Et voilà, il vient de rentrer dans le match. Lucas Popouech, il va l'avoir tout de suite. Est-ce qu'il va avoir un corner? Oui. On s'est battu jusqu'au bout. Et corner récompensé. Attention, le moment toulousain, tu parlais de temps fort. Même s'il ne calcule pas le temps fort là, il est peut-être du côté de Toulouse. En tout cas, on a pour l'instant le petit temps fort qu'ils ont eu. Ils ont réussi à le concrétiser alors que Paris a eu quelques temps forts et n'a pas pu doubler la marque. Et encore une fois, sur le côté, hein, c'est sur ces latéraux là que le danger survient.
Allez, on a tiré quasiment ras de terre au premier poteau. Noah Lemina. La vitesse de Noah Lemina qui arrive à quand même transmettre ce ballon à Kari. Kari qui va décaler. On va la jouer en pointe, Wilson Odobert qui a réussi à décaler cette fois-ci. Et voilà, Sékou Sané. On n'a pas tremblé trop longtemps du côté du Paris Saint-Germain. Magnifique cette contre-attaque. Noah Lemina cette fois-ci qui est à l'origine. Le ballon, on est reparti de la surface de réparation adverse. Je crois que c'était Hugo Lamy qui a été le premier joueur à pouvoir la relancer. Lamy pour Lemina, Lemina pour Kari. Kari pour Gassama, Gassama pour Odobert, Odobert pour Sékou Sané et ce pauvre Justin Lacombe qui demande le hors-jeu. Eh bien, il n'y a pas de VAR, bien évidemment, sur ces matchs de U19. Eh bien, malheureusement, ne peut que s'incliner. Beau mouvement parisien, magnifique. Ouais, cette projection rapide à la récupération du ballon, on l'a vu sur le corner, ça s'est projeté 1, 2, 3, 4, 5 Parisiens très rapidement. Je pense que c'est aussi la force de cette formation parisienne avec ce potentiel vitesse qui est assez intéressant et ce qui fait que justement le replacement défensif des Toulousains, parce que c'est sur le corner toulousain qui a eu cette projection là. Et comme je vous le disais sur l'action précédente, cette fois-ci il l'a repris en une touche. Ça a été fixé, décalé, reprise en une touche. Justin Lacombe qui sort et qui ne peut malheureusement rien faire. Il aurait été peut-être intéressant de rester sur ses appuis sur ce type de situation, mais c'est quand même... c'est dur, non, c'est mon côté perfectionniste là qui parle. Mais mettre en lumière... Cette projection là vers l'avant à la récupération du ballon des Parisiens, là on sent que c'est bossé à l'entraînement. Ouais, et puis Sékou Sané, c'est l'arme, c'est là où l'artificier de ces U19, de ces titis parisiens, puisque Sékou Sané c'est déjà cette année quasiment une vingtaine de buts, c'est fou. Il marque dans tous les sens. Il a fait une très très belle saison. En championnat, c'est 18 buts en 20 matchs. Imaginez-vous pour Sékou Sané. Vraiment. Oui. De toute façon, on sait, on l'a vu, il y a de l'intensité, il y a de la vitesse, tout peut survenir dans ces matchs-là. Donc il y a encore pas mal de choses qui peuvent arriver durant ces 45 prochaines minutes et c'est ça qui nous tient aussi en haleine, qui tient en haleine les spectateurs que vous voyez sur les images. Allez, on va repartir. Est-ce qu'on a à peu près, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on a les 11 mêmes joueurs du côté parisien et un peu la même chose du côté toulousain. On rappelle donc la sortie de Alexis Ntama qui est sur blessure tout à l'heure. On n'a pas vu l'image. Alexis Ntama qui est sorti donc remplacé par Lucas Propuech côté Toulouse. Pour l'instant, les buteurs côté Paris, Wilson Odobert qui avait ouvert le score et puis Sékou Sané qui avait redonné l'avantage à Paris juste avant la mi-temps. Côté toulousain, donc magnifique but de la part de Tim Ray qui d'une magnifique frappe pied droit extérieur là l'avait mis en lunettes, côté complètement fermé, et Mickaël Avalé n'a rien pu faire dans les buts parisiens. Mais pour l'instant, à noter quand même, je pense, sans faire d'injure aux Toulousains, mais quand même avantage à Paris, sans parler du score, mais avantage d'un point de vue occasion, d'un point de vue maîtrise du ballon, avantage aux Parisiens. Oui, après on sent que voilà, c'est un peu plus assis, on va dire, tactiquement que les Toulousains qui par contre dégagent vraiment de l'enthousiasme, je trouve. Vraiment, il y a cette envie qui se dégage de cette équipe toulousaine. Donc c'est comme je disais tout à l'heure, à la fin de des 45 premières minutes, on a vraiment deux profils d'équipes différents. Et là le PSG qui souhaitent vraiment montrer à cette équipe toulousaine qui mettent le pied sur le ballon, qui sont sûrs de leur force et de pouvoir s'installer dans ce match pour aller chercher ce troisième but qui ferait peut-être office en tout cas de gros break dans la tête des Toulousains. Allez, Paris qui continue, donc justement pour l'instant on garde le ballon, on le confisque. On passe principalement derrière sur le capitaine parisien, Younes El Hanach, avec son jeune frère qui est dans le groupe U17. Alors j'ai pas eu encore la compo du groupe U17, donc je vais pas affirmer non plus qu'il est complètement dans les 16 aujourd'hui. Mais voilà, les deux frangins, les deux pépites marocaines du PSG. Deux excellents joueurs qui ont promis un très bel avenir.
Pour l'instant, voilà, là on essaye de faire sortir le bloc toulousain. On reste derrière, on est tranquille. De toute façon, c'est Paris qui mène au score. Donc voilà, si vous voulez sortir, sortez. Sinon, on va continuer à jouer à la passe à 10 tranquillement. Voilà, Paris qui, depuis maintenant 1:30 à la balle. Ah voilà, pourquoi pas ici, mais non, c'est gardé. Paris qui continue. On la tourne, on se régale. Wilson Odobert, voilà. Comme à l'entraînement là presque. Hein. Ah, c'est bien joué là, attention, il y a un vrai coup. Wilson Odobert qui l'avait récupéré, dommage. Ouais, la balle en profondeur pour Giacomo Pérez. La balle en profondeur pour Giacomo Pérez. Et finalement, c'est gardé sur le côté. Et je crois qu'on a vu, je vous avais dit pas de changement du côté parisien. Mais je me demande si on n'a pas Ismaël Garbi qui est entré. On va voir. Qui avait été mis sur le banc. Oh, c'est bien ce que fait très bien ce que fait Gassama. Et c'est bien Ismaël Garbi hein, qui est au niveau du rond central. Allez, Wilson Odobert qui travaille. Hop, on va décaler, très bien joué. Muntu. Oh, et l'arrêt de Justin Lacombe. Sur sa ligne, apparemment, le ballon était sorti, je pense. Je pense que les consignes de Zoumana Camara, cette mi-temps après ces 45 premières minutes et les dernières minutes de cette première mi-temps qui ont été très intenses, peut-être a voulu ramener un petit peu de calme. Voilà, il y avait cette euphorie probablement liée à ce deuxième but suite à l'égalisation toulousaine. On a senti hein, d'ailleurs ces Parisiens rentrer au vestiaire très euphoriques. Donc je pense que toute la sagesse et l'expérience de Zoumana Camara a fait la différence. Et on sent voilà, une équipe parisienne qui est rentrée avec de toute autre intention, beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme, qui essaye de prendre le temps, de fixer sans se précipiter. Ah, et puis laisser aucun espoir aux Toulousains, ne pas leur le but tout à l'heure hein, qui n'était pas contre le cours du jeu parce que c'était une petite période toulousaine quand même. Hein. Il y avait eu 2-3 petites occasions avant, même si c'était pas ultra dangereux. Alors qu'on voit justement ici un Zoumana Camara hein, sur le bord du terrain qui a récupéré les U19 depuis un an maintenant et qui fait un excellent travail. Parce qu'ils se sont baladés, hein, littéralement. Ça a été, je crois, l'équipe qui s'est qualifiée le plus facilement, qui a 20 points d'avance sur l'extraordinaire Jeanne d'Arc de Drancy qui a terminé second, devant un peloton d'équipes professionnelles. Et oui, ils ont été vraiment au-dessus cette saison. C'est pour ça que finalement, comme je le disais en préambule, ces phases finales viennent concrétiser, matérialiser tout le travail effectué par Zoumana Camara cette saison. C'est pour ça que le résultat finalement du jour et le résultat sur ces phases finales est important. Ouais. Au-delà de l'aspect formation dont je vous parlais tout à l'heure. Grosse faute de la part de Yanis Zodé-Ougan. Grosse faute ici justement. Et on parlait de la Jeanne d'Arc de Drancy. Yanis, le défenseur toulousain, est passé par la Jeanne d'Arc de Drancy avant d'aller à Toulouse. Vraiment excellent club qui fournit nombre de joueurs après sur les échelons professionnels en senior. Et ravi d'avoir un club amateur qui arrive à comme ça damer le pion au club professionnel. C'est la première fois de l'histoire qu'un club amateur arrive à être en quart de finale du championnat de France U19. Donc grand bravo à la Jeanne d'Arc. Cette saison, hein, Paris, donc je l'ai dit, avait 20 points d'avance, avec que 3 défaites sur la saison. C'est des saisons de 26 matchs. Alors que c'est Ismaël Garbi qui vient de rentrer, qui est blessé. 21 victoires, Thomas, 2 nuls et 3 défaites. Les 3 défaites contre le Racing Club de Lens en septembre. Après, c'était en février contre Montfermeil, 1-0. Et puis, je crois que c'était lors une des dernières journées contre le Havre. 3-2 pour... Oui, après, il aurait été intéressant de voir aussi les effectifs à ce moment-là. Ouais. De voir si des U19 étaient peut-être ailleurs ou s'il fallait aussi peut-être renforcer certains, peut-être les U17 qui jouaient aussi la première place
avec le Paris FC. Donc est-ce qu'il y avait des blessés? Est-ce que voilà, il y a pas mal de choses à prendre en considération. C'est vrai que tu as raison, il y a quelques U17 quand même qui ont joué beaucoup. On parlait de El Shaddai Batshuabu, de Warren Zaïre-Emery qui ont joué. Il y a Ousti aussi qui a joué un petit peu avec les U19. Voilà, on a vu Noah Lemina qui est dans le groupe U19 aujourd'hui, alors qu'il aurait pu être avec les U17. Et d'ailleurs, je crois que c'est lui qui est sorti à la place de Garbi. Et c'est vrai que tu as raison. À noter quand même que Le Havre a été un peu l'équipe qui a mis Paris en difficulté cette année, puisque Le Havre a gagné en championnat et les a éliminés de la Gambardella. Donc attention, il y a d'avoir aussi une belle génération du côté du HAC en Normandie là. Allez, on va repasser derrière. T'as raison, on voit que Paris là, vraiment très calme, très serein, très posé. Pas envie de redonner rapidement le ballon aux Toulousains, a pas envie de les laisser espérer quoi que ce soit. Ça peut aller très vite, forcément il n'y a que 2-1. Ouais, là ça veut préparer, on le sent, ouais, ça prend le temps. Et puis après, comme on le sait avec cette vitesse qu'ils ont démontré sur ce deuxième but d'ailleurs, ils sont capables de se projeter très très rapidement et de changer de rythme. Donc préparer, peut-être endormir un petit peu ces Toulousains qui sont très explosifs pour ensuite voilà, peut-être utiliser les espaces qui vont être créés. Donc il faut être patient et je pense qu'en fait Zoumana Camara a énormément insisté sur cette patience pour éviter d'offrir en fait aux Toulousains justement des opportunités. Allez, c'est Couillon Sané, on passe derrière tranquillement. Kari qui va jouer en profondeur sur Wilson Odobert encore une fois et on dégage loin devant. On cherche qui? On cherche la pointe. Très bien joué de la part de Giacomo Pérez là-dessus. On a réussi à garder le ballon et on décale intelligemment derrière sur Rafik Messali. Rafik Messali pour Giacomo Pérez encore une nouvelle fois. Très bien joué de la part de l'attaquant toulousain. Et c'est vrai que sur la Youth League, pour vous donner un peu une idée de l'ossature aussi de cette équipe, parce que c'était des matchs hyper importants quand même pour le Paris, les joueurs qui ont énormément joué, qui ont fait les 8 matchs de Youth League, il y avait Warren Zaïre-Emery qui a joué, il y avait Gassama justement qui est là aujourd'hui, on avait Daouda Wedman qui a joué aussi, qui n'est pas dans le groupe, je ne sais pas pourquoi, Younes El Anache bien évidemment, le capitaine parisien qui a aussi joué tous les matchs avec Paris en Youth League. Ouais, pour l'instant on fait un gros match hein, chez Wilson Odobert là, au milieu là en organisateur en 10. Ouais, regardez comme ça presse tout de suite. Ouais, il passe pas, on entend d'ailleurs les consignes du banc parisien, il passe pas là. Ils n'ont pas le droit de ressortir. Ismaël Garbi qui fait un pressing de fou là tout au fond. On est en panique complet. On arrive quand même à garder le ballon, bien joué quand même de la part de la défense toulousaine là, qui a réussi à ressortir ça proprement et loin devant. C'est ce qu'on appelait dans le jargon à l'époque un bon casse-croûte. Un bon coup-scrate là. Un goût TBN difficile hein, pour Giacomo Pérez. Attention à pas faire de faute quand même. C'est pas Giacomo Pérez en plus. Attention à pas faire de faute. C'était Lucas Propoech là. On va prendre un carton bêtement et Paris à la contre-attaque. Allez, on passe tranquillement encore par l'axe. Zoumana Bagmema là qui avait le ballon. Ouais, j'aime beaucoup ce joueur qui organise beaucoup, qui oriente, qui regarde. On le voit souvent tourner la tête. Il prend beaucoup d'informations avant de recevoir. Un joueur somme toute très intelligent. On parle du numéro 8 là, parisien. Vous voyez dans l'axe, c'est vrai qu'il est toujours essayé d'avoir l'information tout le temps. Et il organise beaucoup de jeux. C'est vraiment cette sentinelle là qui en tout cas qui apporte énormément au jeu parisien, que ce soit défensivement d'ailleurs et offensivement. Allez, on va jouer côté gauche maintenant. On va travailler, on va l'enrouler magie comme on disait. Djedji Gassama qui a essayé d'enrouler mais bien défendu par Toulouse. Allez, on retente sa chance toujours. Ayman Kari qui cherche une solution. On va repasser derrière. Vous voyez tout à l'heure en première mi-temps il se précipitait un peu, c'est-à-dire qu'il forçait un petit peu le trait en essayant vraiment de mettre à mal cette équipe toulousaine dès qu'ils étaient dans leur camp. Là ils n'hésitent pas à ressortir. Ouais. Aïe, attention. Ouais, le ballon qui va être joué parce qu'il y a un vrai coup là. C'est un 3 contre 3. Attention, on a proposé dans l'axe.
Giacomo Pérez qui la demande. Ah, c'est mal donné, dommage. Lucas Propuech qui a pas réussi à ajuster son centre. On est un petit peu déçus. Les deux Toulousains dans la surface, la tête basse. Dommage, il y avait une vraie occasion d'arbitre qui a préféré laisser jouer Thomas, même s'il avait l'air d'avoir une faute. Ouais, après là, le jeu, hein, l'arbitre a laissé le jeu. Il y avait quand même une véritable... il y a une faute là, mais il y a une véritable opportunité. Ouais. Dommage que ces deux Toulousains aient fait pratiquement le même appel. Ils sont dans la même zone. Ouais. Hein. C'est dommage. C'est dommage parce qu'à 3 comme ça, 3 contre 3, l'objectif c'est vraiment d'aller chercher un espace libre, mais ils sont vraiment dans la même zone. Ouais, et puis c'est vrai que mieux vaut avoir ce compte quand même, et l'arbitre a bien fait de laisser jouer plutôt que d'avoir un coup franc sur la ligne médiane. Bon, où généralement on va pas faire grand chose avec. Et c'était Eddy Zouyani qui avait été victime de cette faute. Ouais, dommage pour Toulouse. Ouais, on est déjà à la 56e, il va rester une grosse demi-heure dans ce match. Pas les gâcher. Ouais, là on sent vraiment quelque chose s'installer, une équipe parisienne qui essaye de construire. 2 touches, vous voyez, 1-2 touches maximum. Voilà, il me fait mentir du coup. Ouais, mais après il grimpe pas mal la balle, c'est Wilson Odobert pour le coup, c'est un peu son jeu. Il grimpe pas mal la balle. Allez, on repasse derrière tranquillement avec Elanache, voilà, qui cherche, qui coupe les lignes là. Et on va obtenir une faute. On va voir directement, on a joué devant. Et c'est Ismaël Garbi là qui s'est fait légèrement pousser dans le dos par Nassim Lamniki, le Toulousain. C'est vrai que probablement physiquement ces Toulousains risquent au bout d'un moment d'être fatigués malgré leur enthousiasme, malgré leur volonté de faire l'effort. On sent qu'ils aiment ça, ils aiment courir. Mais les Parisiens justement jouent sur cet aspect-là. Si vous aimez courir, on va vous faire courir. Et puis au bout d'un moment, évidemment, qu'il va y avoir des limites physiques, des limites mentales également. Puisque à force de courir après le ballon, c'est vrai que commence à vraiment sentir une légère frustration et peut-être sortir complètement de l'objectif et des intentions premières. Ils n'ont pas eu les deux mêmes saisons aussi. Parce que Toulouse, ils ont été au combat toute l'année pour se qualifier. Ouais. On rappelle, ils sont qualifiés dans la dernière seconde pour ces quarts de finale. Ça a été un combat à 3, voire à 4 à un moment avec Montpellier, mais c'était un combat à 3, Monaco, Toulouse, Saint-Etienne, Montpellier dans ce groupe D de U19. Ils ont connu 6 défaites dans la saison. Ils ont perdu donc justement contre TS Monaco qui a terminé premier. Ils ont perdu contre l'AS Cannes. Des défaites assez tôt dans la saison qui les ont obligés un petit peu après derrière à aller chercher les points. Puis ils ont perdu contre l'AS Saint-Etienne à domicile. Ça c'était 3 défaites à domicile. Puis après ils ont perdu contre l'ACA en terre corse. Jamais facile d'aller jouer l'ACA là-bas. Montpellier pareil. En terre Montpellier-Rennes, et puis ils ont perdu un des derniers matchs qui aurait pu leur coûter cher contre Istres. Attention là-dessus, centre Cordeau, mais il n'y a personne et ça va être un ballon récupéré par les Toulousains. Donc c'est effectivement, alors qu'on le disait, c'était quasiment en ton les Parisiens à la fin de saison. Zoumana Camara qui a pu faire tourner son groupe, ce qui n'était pas du tout le cas de Thomas Fernandez, le coach U19 toulousain. Attention, le nouvel entrant là, le nouvel entrant, ça fait déjà un petit moment qu'il est sur le terrain. J'espère que c'est rien de grave. Une béquille sûrement, on dirait. J'ai l'impression du côté de... Mais probablement que les phases finales ont été préparées aussi de manière différente, puisqu'en effet, comme tu le dis Benjamin, le PSG était assuré de faire les phases finales très très tôt dans cette saison, ce qui a permis peut-être à Zoumana Camara de préparer aussi ces phases finales pour l'objectif de la victoire sur ces phases finales. Et les Toulousains qui arrachent en effet leur qualification dans les derniers instants. La préparation est forcément différente. L'approche est aussi différente. Ils viennent avec cet enthousiasme. Le PSG peut-être plus assis vraiment sur leur certitude. Donc évidemment on a 2 équipes avec 2 parcours différents. Et on le voit d'ailleurs sur ce match-là. On sent les 2 parcours qui dégagent en effet de ces différentes actions. On peut féliciter justement les 2 coachs. On peut parler du coach Thomas Fernandez, le coach toulousain, très sympathique, qui m'a accordé 5 minutes avant le match pour parler un petit peu de son groupe. Attention, c'est très bien travaillé. On a décalé Vimoš Muntu. Il n'y a personne au deuxième, si ça va arriver. Alors c'est pas Garbi qui l'a pris, et non, justement
C'est ce joueur de l'ombre que tu aimes tant, Thomas, qui a réussi à mettre ce 3e but. Zoumana Bagbema, magnifique, récompensé pour tout son travail. Alors, il y a but, c'est validé, hein, il n'y a pas de... Bien joué, très bien joué, on va revoir. Hein. Regardez ça, très bien décalé de la part de Gassama qui décale sur Vimouj Muntu. Personne, je crois que c'était Garbi qui arrivait et finalement a surgi de nulle part Zoumana Bagbema. Et donc ça fait 3-1 pour le Paris Saint-Germain là qui doit forcément mettre un énorme coup au mental des Toulousains. Il reste, allez, une grosse demi-heure pour Toulouse. Et bravo à Zoumana. Ouais, on sent le public qui l'encourage là. Quand je vous disais qu'il apportait autant défensivement qu'offensivement, il se retrouve dans la surface sur une action telle que celle-ci. Et si on pouvait revoir, c'est vrai, les images de ce but, on s'aperçoit qu'il y a 4, 5, 6 Parisiens dans cette surface. C'est quand même assez incroyable, cette projection, cette capacité à se projeter rapidement vers l'avant et à participer. Finalement, l'ensemble de l'équipe participe aux phases offensives. Et puis bon, ça a bien combiné, hein. Fixation, en effet on décale pour ce centre repoussé par Justin Lacombe, et puis évidemment avec ces 4 Parisiens sur ce second ballon, ça ne pouvait faire que but. Alors attention à nouveau, le ballon récupéré par Gassama qui est dans tous les bons coups là, depuis tout à l'heure, la Deji Gassama, on travaille, on va repasser derrière, voilà, on fait bien tourner, Kari. Lui aussi valeur sûre, hein, de cette équipe U19 parisienne. Voilà, on tourne. Maintenant, on est côté droit. C'est splendide. Oh là là, on avait envie de se faire plaisir du côté du Golami. Il a le droit, lui aussi. Le latéral droit. Il a le droit de la tenter, celle-ci, juste au-dessus de la barre. Regardez ça encore. Les Hugo qui pleuvent. Boum. Ouais, passez pas là, Dalinette. Ouais, quand cette équipe parisienne combine, il y a vraiment de l'intelligence tactique, hein, au sein de ces joueurs. On sent les Toulousains un peu impactés, hein, physiquement. Je pense que en effet beaucoup en tout cas sur le combat, sur l'agressivité, sur l'enthousiasme. Et c'est vrai que on sent dans cette deuxième période le rapport de force complètement basculé du côté parisien. Encore une fois, vous voyez, tous les ballons sont récupérés. Oh là là là, c'était... Et voilà, Ismaël Garbi. Et le voilà, il a laissé pour son copain tout à l'heure. Et cette fois-ci, c'est lui qui est en train de crucifier littéralement les Toulousains. Le 4e peut-être de trop, celui-là, dans ce match. Ouais, on sent une vraie différence là. On l'a senti en début de deuxième mi-temps, mais ça s'installe de plus en plus. À l'écran, à l'image, on voit les Parisiens qui sont tous debout, qui restent debout physiquement. Ouais, c'est magnifique, Gassama qui tient, voilà, contré. On est à 3 pour essayer de contrer Gassama, donc forcément il manque du monde ailleurs. Et on le voit derrière, Ismaël Garbi tranquille, qui ajuste ce pauvre Justin Lacombe là, qui est en train de récupérer un peu trop de ballons dans ses filets là. C'est important pour les Parisiens aussi de rester dans ces intentions-là, de faire circuler le ballon, de continuer à faire courir ces Toulousains-là qui, que ce soit physique, il y a eu une baisse, forcément, hein, je veux dire, ils ont beaucoup donné aussi sur cette première mi-temps. Voilà, le régime a un peu baissé et puis on les sent là, on le voit, hein, d'ailleurs dans leur posture. Évidemment, un 4, ça fait beaucoup mentalement. On se dit, le combat risque d'être vraiment très compliqué. Il faut stopper l'hémorragie là. Maintenant pour Toulouse c'est obligatoire. Se calmer, c'est peut-être de conserver pardon, et pas conserver parce que ça marche pas, mais conserver cette balle. Et pourquoi pas au moins peut-être en mettre un pour se redonner un peu de confiance, un peu de baume au cœur ici sur ce ballon bien lancé pour Lucas Propuech qui va essayer de travailler. On va essayer de travailler Hugo Lamy. On va repasser derrière. On va tenter de loin. C'est voilà, pourquoi pas. Maintenant Lucas Tavalé. C'est des gants solides. Ouais, on voit Giacomo hausser un peu les épaules et
montrer un peu son mécontentement, mais voilà, il faut rester en tout cas soudés, liés, parce qu'ils ont fait une belle saison, parce que c'est pas terminé, parce qu'il y a encore des choses à vivre là durant ces 30 minutes, hein, disons. Ouais. C'est 30 minutes de jeu. Et Ryan Tousgar, il a fait, on l'a vu. Ils sont en train de travailler à deux avec Rafik Messali. Messali qui est passé. Messali finalement qui va perdre cette balle. Ouais, attention à ce ballon. On s'est jeté chez Giacomo. C'est jeté sur Younes Elanache. Et là derrière, loin devant. Pour qui? L'inévitable Deji Gassama. C'est la régalade pour Gassama pour l'instant dans ce match. Je pense qu'il doit être... Il faudrait vérifier, mais pas loin d'être sur les 4 buts. Ouais, grosse activité, ouais. Et puis on ne le sent pas baisser. Hein. Ouais. C'est-à-dire que ces courses sont toujours aussi tranchantes. Alors qu'on a vu Yanis Zodéougan là très bien sortir, le défenseur central toulousain là, qui a réussi à éviter 3 tacles. Le deuxième poteau, il y était Giacomo. Il y était, lui manquait 20 cm. Cette balle qui n'est pas perdue, regardez ça. C'était très bien joué, centre au cordeau, ouais, de la part de Eddy Zuliani. Il n'y a que comme ça qu'ils pourront mettre en difficulté cette défense parisienne, cette densité parisienne, parce que le bloc est très compact hein, chez les Parisiens, ce qui oblige les Toulousains à des actions individuelles. Ouais, Giacomo là, qui a plongé un petit peu, on essaie de chercher un petit péno, c'est de bonne guerre. Et derrière, le pied gauche complètement loupé de la part de Timray. On parlait de Canard tout à l'heure, un deuxième, hein, j'ai envie de dire, sur celui-là. Vous aimez bien le Canard? Ouais, j'aime bien le Canard, ouais, c'est vrai que ça me plaît. Mais Giacomo, la magnifique plongeon. Je pense que 10 sur 10 aux Jeux Olympiques, plongeon à 5 mètres de la part de Giacomo Pérez. Sur le plongeoir à 5 mètres plutôt. Mais ouais, les Parisiens ou les Toulousains, parce que le match n'est quand même pas terminé, le vainqueur de ce match affrontera, on ne l'a pas dit, mais le vainqueur du quart de finale entre l'AS Monaco et la Jeanne d'Arc de Drancy. Donc voilà, on connaît déjà entre guillemets le tableau. De l'autre côté, c'est l'Olympique lyonnais qui reçoit aujourd'hui normalement les Brestois, qui affrontera le vainqueur. Le vainqueur donc de Lyon-Brest affrontera le vainqueur de Nantes-Strasbourg. Et je crois qu'il y avait 0-0 à la mi-temps entre Nantes et Strasbourg. Voilà, pour être complet, pour pas vous dire de bêtises. Ça essaye de passer côté de gauche, hein. J'ai l'impression la solution pour Toulouse, Thomas. Ça passe côté gauche pour l'instant principalement. Ouais, c'est ce qu'on disait en première mi-temps, hein. C'est vrai que je pense que le danger survient souvent sur ce côté droit parisien. Donc peut-être insister, mais il faudrait que finalement ce bloc toulousain soit un peu plus compact aussi, qui puisse accompagner en fait ces offensives toulousaines. Ils sont souvent que 3 maximum vraiment à se projeter dans la surface et aux abords de cette surface parisienne. Là, si t'es à la place de Thomas Fernandez, là, t'as ton équipe qui prend 4-1 à la 68e, alors que Ryan Tousgar là, a l'air d'avoir pris un petit coup au visage, on dirait. Quel mot tu peux trouver là? C'est que c'est pas évident là, quand t'es 4-1 pour essayer de remotiver un peu tout le monde. C'est le dernier match de la saison, si tu t'en sors pas. Ouais, mais justement c'est de se détacher, de se défocaliser finalement du résultat. Là il y a 4-1, mais si en effet on regarde le score, évidemment là, je deviens démotivé, et puis probablement que je vais faire des efforts, mais ça va être décoordonné. Ce qui fait que là l'objectif c'est vraiment de se défocaliser du résultat, de recontextualiser sur en effet ça a été une belle saison, ils sont allés arracher ça, il y a une vraie équipe probablement qui s'est construite et un vrai état d'esprit au sein de cette équipe toulousaine, et c'est de retrouver ça, c'est de s'appuyer en effet, c'est ce qui a fait leur force, parce que en effet il reste du temps, mais même si on se détache du résultat, c'est encore de vivre de belles émotions durant ce match, et de montrer qu'en fait cette équipe toulousaine elle mérite d'être là. Donc c'est simplement ça, de revenir sur les fondamentaux qui ont permis à cette équipe toulousaine d'affronter le PSG cet après-midi. Ouais, on a un nouveau joueur qui est rentré là, que vous voyez, qui demande la balle, qui vient de rentrer, c'est Maxime Abran côté Toulouse.
Allez, on va essayer de repasser côté droit maintenant. On va essayer de travailler avec Yannick Agora. Il y a des latéraux là qui vont avoir un rôle important à jouer peut-être. Essayer d'envoyer quelques centres là sur ces 20 dernières minutes. Mais pour l'instant c'est pareil toujours avec Ismaël Garbi qui continue. Toulouse qui cherche. Voilà, Maxime qui va toucher un de ses premiers ballons. Maxime Abran. Encore toujours pour Toulouse. Cette balle, mais loin, très très loin du but parisien. Ah, s'il y en a une, il ne va pas falloir la manquer pour Toulouse s'ils veulent avoir un dernier espoir. Une dernière lueur dans ce match. En effet, c'est d'aller chercher ce but qui leur permettrait en effet d'aller chercher une énergie nouvelle, d'aller chercher en effet ce shoot euphorisant de se dire 4-2 finalement on n'est pas si loin que ça. Et puis en fait on a tellement aussi d'images dernièrement, même en Ligue des Champions, de retournements de situation incroyables. Bien hier en Ligue 1, vous l'avez vu avec par exemple Nice qui est revenu de l'enfer contre Reims, si je dis pas de bêtises, de 0-3-2. Donc non, c'est possible. Et voilà, on les sent. Ils l'ont connu, comme tu disais, ils l'ont connu. Donc on voit que Yannick Agora monte un petit peu plus là. Tout à l'heure, c'est lui qui a provoqué ce corner. Non mais là, en effet, les objectifs aussi intermédiaires sont toujours plus motivants. Donc là, il ne s'agit pas d'aller chercher la victoire. Il s'agit d'aller chercher un but déjà. Et puis on verra après, justement, on mettra en place peut-être des actions pour aller chercher d'autres choses. Allez, Lucas Lavallée, tranquille, serein sur ce corner, qui la récupère. Et on applaudit un nouveau changement. Donc le troisième. On tente le tout pour le tout sûrement du côté de Thomas Fernandez. Ouais, on fait sortir Eddy Zouliani. Et pour faire rentrer sûrement le dernier joueur, Yoni Senjo, qui vient de rentrer. Lui aussi qui a pas mal joué cette année avec les U19 dans le groupe. Ouais. Ah, on sent qu'il y a quand même plus d'espace. Hein. Ouais, c'est sûr. Là, ils ont le temps de travailler, on les fait courir, on les fait tourner. Maintenant c'est le cas depuis une grosse demi-heure. Le retour après le break là, quand même largement à l'avantage des Parisiens, les Toulousains qui n'ont rien eu à se mettre sous la dent. Paris tout de suite qui est venu avec des idées très claires. Tu l'as dit, sûrement le discours de Zoumana Camara à la mi-temps. Alors disons, on ne leur laisse aucune chance. Il n'y a pas moyen, les gars, qu'on se fasse éliminer en quart. Je pense qu'ils ont dû être déjà forcément déçus de leur parcours en Gambardella et en Youth League. Ils espéraient peut-être mieux, les Parisiens. Et la Gambardella qui a été remportée par l'Olympique Lyonnais. Avec de très belles audiences d'ailleurs, on vous en remercie sur la chaîne de la Fédération Française de Football pour les demi-finales. On a eu 2 superbes matchs avec un magnifique Caen-Rennes 3-3. La folie s'est terminée au tir au but, complètement dingue. Et puis les beaux parcours aussi en Gambardella, je crois, de Lyon-la-Duchère qui a été très loin dans les clubs entre guillemets amateurs, Lyon-la-Duchère, le FC Bobigny 93 aussi qui a fait un très beau parcours. Allez, le dernier quart d'heure maintenant. Oui, on sent dans les courses de Giacomo là qui c'est un peu moins tranchant évidemment. Il a beaucoup donné. Justement, l'objectif là, c'est de pouvoir être efficient. Ouais, c'était bien joué, la Reine Tousgar qui a voulu repasser derrière, c'était très bien fait. Malheureusement, c'est intercepté, mais la grosse contre-attaque parisienne, ça va très très vite. On va la donner au deuxième, c'est très bien vu. Ismaël Garbi qui a le temps d'ajuster. Une fois, 2 fois, ça y est, il s'est mis. Et le bel arrêt de Justin Lacombe derrière et on dégage. Hors-jeu. Ouais, là, il a voulu se faire plaisir. 1-2, on a essayé de lui arracher ce ballon, c'est Yanis Zodéougan là qui n'a pas pu. Ah, ils ont beaucoup donné ces Toulousains, ils ont beaucoup couru. Ah, c'est vrai que Giacomo devant, j'imaginais qu'on doit avoir les mollets un petit peu lourds là maintenant. Ça doit commencer sérieusement à piquer. C'est la raison pour laquelle à ce moment-là du match, c'est toujours intéressant de pouvoir aussi être intelligent dans ses courses, c'est-à-dire choisir ses courses. Ne pas courir pour courir parce qu'on voit très bien ces Parisiens bien en place derrière. Donc
voilà, des courses qui sont utiles, des courses qui apportent quelque chose, qui bloquent des intervalles, plus que d'essayer de récupérer le ballon parce que ce sera impossible. Ouais, là c'était très bien fait la petite déviation d'Ismaël Garbi qui avait décalé Vimouj Muntu et qui a lancé en pointe regard. Ah, c'est dommage, c'était juste avant la petite déviation, une touche de balle s'il vous plaît de Ismaël Garbi. C'était un petit bijou, un sucre d'orge monstrueux. Dommage qu'on le revoit pas ralenti là, pile poil dans la course du latéral gauche parisien. Magnifique. Et derrière on l'a vu, hein, c'était Sékou Yancélé qui était un petit peu court sur le centre de Muntu. Ouais, alors après on parle d'effectifs, de taille de groupe. J'imagine quand même que pour les Toulousains, Thomas, pas simple quand tu as tes deux équipes qualifiées. Tu as tes U17 et U19. En plus, ils avaient des suspendus, ils ont eu des blessés. Thomas Fernandez m'avait un petit peu expliqué tout ça. J'imagine pas simple quand même pour eux parce qu'ils sont 15 aujourd'hui sur la feuille de match. Ils sont même pas 16. Donc il y a dû y avoir de vraies décisions et les deux groupes doivent finir un petit peu comme ils peuvent. Là, hein. On le sent pour une échéance qui pourtant est la plus importante de la saison. Oui, après, si on remet les choses dans leur contexte, évidemment, c'est Toulousains qui sont qualifiés autant U17 qu'en U19. Une saison à la bagarre, hein, si je puis m'exprimer ainsi. On le sent d'ailleurs, hein, on l'a vu aujourd'hui lors de ce match, que ces Toulousains, ils aiment le combat, ils aiment la course, ils aiment presser. Et il y a cette mentalité qui rejaillit clairement, donc forcément ça a dû être impactant physiquement et puis comme tu le dis, des blessés, peut-être un effectif un peu plus réduit. Que 15 sur la feuille de match, je pense que c'est quand même assez significatif. Et puis là aussi j'imagine inconsciemment, si tes U17 ont peut-être plus de chances que tes U19, tu vois, est-ce que ça joue pas non plus? Attention quand même, toujours Gassama qui régale encore une fois et ça va être corner. Là, t'as Toulouse en U17 qui a terminé le premier. Alors les U17, pour vous, on n'en a parlé que du 19 ce soir, mais les U17, c'est au lieu de 4 groupes, c'est 6 groupes de 14. C'est les 6 premiers plus les 2 meilleurs deuxièmes qui sont qualifiés pour l'écart. Imaginez-vous la difficulté quand même, c'est monstrueux. Et Toulouse qui a remporté le groupe E assez facilement en U17 devant les Girondins de Bordeaux et Montpellier avec comme quelques points d'avance. Donc on a l'impression que Toulouse a quand même peut-être les U17 Toulouse quand tu as tes U19 qui se déplacent à Paris, si tu as des U17 qui généralement sont entre les deux groupes, tu es peut-être plus content de les faire descendre en U17 et tenter vraiment ton shot en U17 ans, Thomas. Je sais pas après comment ça a dû se gérer en interne du côté de Toulouse. Oui, c'est envisageable, hein. C'est une éventualité indéniablement. Maintenant, voilà, faut aussi rappeler que Toulouse en U19 a arraché sa qualification à la fin, que probablement finalement il se voyait pas en phase finale jusque lors de ce dernier match, que déjà c'est une belle récompense d'être là face au PSG et de pouvoir mettre en lumière la formation toulousaine et de qualifier les deux équipes. Ouais, ils ont pas été gâtés en plus sur l'autre tirage au sort parce que là ils vont à Paris, mais sur l'autre ils vont jouer le LOSC qui a fait une très belle saison aussi. Donc attention pour les U17. Donc non, mais je pense qu'il y a aussi tout ça à mettre en exergue. Ils savent que le PSG c'est la grosse écurie aussi chez les U19, que le PSG aspire vraiment à gagner ses phases finales. Ils se déplacent, qui plus est. Il y a plein d'éléments qui font qu'à un moment donné, je pense que le discours de Fernandez en fin de match sera... les garçons, on a quand même vécu quelque chose d'extraordinaire cette saison. On est en phase finale, c'était peut-être pas prévu au départ. Encore moins, il y a encore quelques matchs de ça. Donc c'est une belle histoire. Ouais, on a laissé jouer l'avantage. Est-ce qu'on laisse jouer l'avantage jusqu'au bout apparemment du côté de l'arbitre là-dessus qui va voir les Toulousains. Pourquoi pas là-dessus une nouvelle fois avec Yannick Agora de plus en plus haut qui va proposer une solution côté droit. On va essayer de se dédoubler avec Lucas Propuech. Est-ce qu'on se dédouble? Voilà, c'est donné. Centre. Ah, dommage. Alors, y a pas assez, là en l'occurrence, il n'y a pas assez de décalage. On ne surprend pas l'adversaire qui est bien en place. Ah, le héros, là, c'était Nicolas Vasbauer. Le voici encore avec la balle peut-être qui tente le tacle. Là, le héros de ce dernier match qui va prendre un carton jaune. Ici, c'est dur et qui a arraché littéralement ce pauvre Eman Kari. Ouais, ça, il veut pas être méchant, mais ouais, il ne le voit pas arriver. Les jambes sont déjà parties quand Kari arrive. Et d'ailleurs, c'est les crampes, encore plus que le coup qui commence à faire souffrir le milieu de terrain parisien.
Alors, dans les derniers vainqueurs, on n'a pas parlé palmarès quand même de ce championnat U19. On rappelle que les 2 dernières éditions n'ont pas eu lieu parce que forcément la crise sanitaire est passée par là. Que le dernier champion, eh bien, c'est le Stade Rennais qui s'était imposé en 2019 contre le Montpellier Hérault. En 2018, c'était Montpellier justement qui à l'année d'après n'a pas réussi à faire le doublé, qui s'était imposé contre Caen. Et 2017, les Girondins de Bordeaux. Et en 2016, les Parisiens qui ont remporté ce titre. Et les Parisiens qui, je crois, si je dis pas de bêtises, cette année-là, ont fait doubler U17, U19, s'il vous plaît, tout simplement. Allez, Gassama, qui mériterait de la mettre. Celle-là, Ismaël Garbi, on décale pour Hugo Lamy. Et finalement, c'est Justin Lacombe qui peut relancer proprement à la main. Allez, on sent qu'on est un petit peu morcelé, même du côté parisien. Le bloc est un petit peu moins, un petit peu plus bloc, justement ce que j'allais dire. Le bloc est un peu moins compact. Ouais, mais ça reste bien en place quand même. C'est-à-dire qu'ils sont toujours en supériorité numérique dans les zones. Ils défendent bien, ils sont pas inquiétés et on sent que depuis l'entame de cette seconde période, une sérénité qui s'est installée. Je pense qu'il y a une vraie différence entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps chez les Parisiens, ce qui leur a permis de faire une vraie différence au-delà de l'aspect justement physique qui a été indéniablement entamé du côté toulousain. Ce qu'a fait encore Ismaël Garbi là, c'est monstrueux, qui a trouvé Gassama derrière. On va repasser tranquillement sur dans l'axe. Et Dan Patrice qui est rentré, on n'en a pas parlé de la rentrée de Dan Patrice Bikuta qui vient de s'illustrer ici avec cette frappe. On aura fait ces 3 changements du côté parisien. Ouais, on sent chez les Toulousains vraiment une fatigue. Ouais, il dit ça ne fut trop par où passer maintenant. On a là aussi les 3 changements ont dû être faits. On a Abran qui est rentré, Enjo qui est rentré, Propuech qui est rentré assez tôt dans le match suite à la blessure de Alexis Ntamak. Allez, Ryan Tousgar qui va repasser derrière. On essaye de construire comme on peut. On fait monter tout le bloc toulousain. Nicolas Vasbauer. Voilà, on essaye de monter mètre par mètre, mais c'est difficile parce que le pressing parisien est en place. Allez, Maxime Abran. La belle ouverture, côté droit, loin devant. Ouais, pour personne malheureusement, c'était Lucas Propuech qui proposait. La touche qui va être effectuée par Yannick Agora, mais là 84e, autant vous dire, essayer de vous vendre un retour toulousain, ça serait quand même être un excellent vendeur. Difficile d'y croire là en 7 minutes. Bluffez-nous. Ouais, même si tout est possible, exactement. Ah, je suis bon vendeur, mais là ça va être dur. Là, tu parviendrais pas. Ah, ça va être très très dur quand même. Allez, ça décale. Paris qui fait tourner justement avec les nouveaux entrants. Avec Bikuta là qui repasse derrière. Enfin, Bikuta est rentré, Garbi est rentré. Bon, Louis Mouquet c'est le second gardien qui n'est pas rentré. Ouais, on a fait peut-être que 2 jeux. Il doit encore rester peut-être un changement possible du côté parisien. Ah, au-delà du score, c'est vrai, c'est cette présence quand même dans toutes les zones de jeu de la part des Parisiens. Ouais, regardez, ça défend debout. On voit la différence. Quand il y a une équipe qui est un peu plus au sol, qui tacle un peu plus qu'une autre, évidemment, on la sent un peu plus en retard. Alors que les Parisiens restent debout, défendent toujours bien debout, cadrent le porteur de balle, c'est plutôt intelligent. Donc s'il y a de l'intelligence, c'est qu'il y a de la lucidité. Ouais. Et s'il y a de la lucidité, évidemment, il y a le rapport de force qui est indéniablement du côté des Parisiens, au-delà de l'aspect score. Ah, puis ils ont tous fait leur match à Paris, personne s'est caché, vraiment là, tout le monde je pense peut être content de son bilan. Toulouse aussi, il n'y a rien à dire, mais là aujourd'hui tous les Parisiens ont vraiment été en place. La défense n'a quasiment eu aucun danger, hormis cette frappe, cette magnifique frappe forcément de Timré, mais sinon c'était très très propre. Au milieu de terrain, ils ont dominé, ils ont orienté comme ils voulaient. Et puis devant, ça a été un festival. On termine déjà avec 4 buts et pas mal d'occasions. Efficace, à l'image de Sékou Yansané.
Ouais, quand on entend, excuse-moi de te couper, je t'en prie. Mais quand on entend justement les gens faire olé olé, c'est qu'il y a un ressenti aussi de maîtrise, au-delà de l'aspect, alors que chambrage, ok, très bien, mais ça veut dire qu'il y a un ressenti, c'est-à-dire que le spectateur ressent qu'en effet l'équipe maîtrise son sujet, est en place, et donc forcément, si les spectateurs le ressentent, et ben quand on est joueur, on le ressent aussi des deux côtés. Ouais, là encore, mais qu'est-ce qu'il est fort, et c'est un CSC. Oh, c'est dur, c'est dur pour le pauvre Nassim Lamniki là dans ses filets, mais peut-être finalement presque l'homme de ce match, vraiment dans tous les coups. Je vous le disais, sur le 4e but, sur le 3e but, il faudrait revoir les 2 premiers, mais ce magnifique encore festival de Gassama côté gauche qui a travaillé, et centre ultra fort, regardez ça tranquillement, clac clac, on y va. Yannick Agora qui est enrhumé, vraiment, il peut rien faire. Probablement que la différence de lucidité et de fatigue, parce que il défendait pas comme ça en première mi-temps, Agora, et alors que Gassama a encore ce coup de rein, cette capacité à changer de rythme violemment, ce qui lui permet vraiment d'avoir de l'espace pour offrir ce 5e but. J'espère qu'il ne m'en voudra pas, Yannick Agora là, qui m'en voudra pas du petit chambrage, mais voilà, c'est vrai que là il a rien pu faire, c'était très très vite, et Gassama qui n'aura pas baissé vraiment d'intensité une seconde dans ce match. À chaque fois qu'il a eu la balle, à chaque fois il a amené du danger, chaque fois il a provoqué, il a créé quelque chose, et mérité. Alors le but ne lui sera pas accordé bien sûr, puisque le tir n'était pas cadré, c'était un centre de la part de Jedi Gassama, mais voilà, vraiment quasiment pour moi presque l'homme du match de côté parisien aujourd'hui. Après je sais que tu as beaucoup aimé la performance de Bagbema, Thomas, donc non, mais Gassama ça a été très très propre aussi. Comme tu le disais tout à l'heure, je pense qu'en effet l'ensemble de l'effectif parisien a tenu son rang. Il y a enjeu là, j'ai l'impression, Vimoz Mutu. Et en fait c'est cette complémentarité. Chacun a eu un rôle important dans cette équipe et dans cette performance aujourd'hui. Ce qui a permis d'ailleurs à chacun de conserver en fait sa jauge d'énergie pour les moments importants. Ce qui n'a peut-être pas été forcément le cas du côté toulousain, où ça a couru parfois de manière un peu désordonnée, où ils ont voulu, par excès d'enthousiasme et par excès d'envie, courir un peu partout, ce qui a fait qu'à un moment donné les jauges d'énergie elles ont été un peu moindres, et ce qui permet finalement à Gassama peut-être d'avoir encore cette possibilité et cette force pour faire la différence. Et ce que tu disais tout à l'heure à propos des Toulousains d'ailleurs, c'est qu'ils étaient aussi pas mal en 2 blocs distincts, il y avait 3 joueurs devant, le reste derrière. On a vu sûrement que là, j'imagine du côté de Tousgar ou encore de Pérez, de Giacomo Pérez, je pense qu'on est vraiment, on doit être éreinté. On est encore sur le terrain, on les laisse sur le terrain du côté de Thomas Fernandez, il laisse ses joueurs offensifs, mais c'est vrai qu'on a beaucoup donné, et sur la fin, ça s'en ressent. La deuxième mi-temps a été complètement parisienne, ce qui n'était pas vraiment le cas de la première, même si Paris menait au score au bout de 45 minutes de jeu. Là vraiment la deuxième, c'est un festival des joueurs de la capitale. On l'a senti tous les deux au début de cette seconde période, que l'opposition à laquelle on allait assister allait être différente de celle de la première période. Alors j'aurais bien aimé savoir ce qui s'est passé dans les travées du camp des loges. La prochaine fois il faudra mettre une caméra. Ouais, ça serait génial, n'empêche. Là pour le coup je sais pas quelles sont les possibilités de la Fédé pour s'immiscer au cœur des deux vestiaires, mais ça aurait pu être très sympa d'avoir le discours de Zoumana Camara, et ainsi que de Thomas Fernandez d'ailleurs, qui peut voir les orientations des deux coachs. Vous l'avez vu, la sortie de Vimoz Mutu poste pour poste, avec donc l'entrée de Caïs Naget, qui a beaucoup joué cette saison aussi avec le groupe U19, et qui était logiquement donc dans les 16 aujourd'hui, appelé par Zoumana Camara. Il a encore de l'énergie. Qui va goûter un petit peu, quelques minutes, pas beaucoup, mais qui aura quelques minutes sur le terrain. Et puis si vous ne rejoignez que maintenant,
Je vous rappelle que vous avez encore 3 autres matchs qui sont diffusés aujourd'hui sur la chaîne de la Fédération Française de Football, sur la FFF TV. On aura la chance tout à l'heure justement encore avec Thomas de vous commenter bien l'autre match du PSG aujourd'hui. Les Parisiens en U17 qui reçoivent les Nantais. Attention, match pourrait être beaucoup plus compliqué que celui-ci. Des Nantais qui ont fait une très belle saison en U17, on verra ça tout à l'heure. Attention la contre-attaque, mais c'est une vague parisienne qui arrive, ils étaient 4 littéralement. Allez, Wilson Odobert, et voilà. Ah, ça devient, là, ça devient très lourd pour les Toulousains qui ont fait preuve vraiment qui font preuve jusqu'au bout d'efforts, qui aiment l'effort, mais là. Ouais, regardez ça, combien ils arrivent, ils étaient à 4 contre 1, là ils avaient doublé tous les Toulousains en course pure, en vitesse pure, et donc voilà, les Parisiens, donc 6 buts à 1, ouais, j'en ai 6 buts à 1, ouais, c'est du tennis là. Ils étaient 5 à 6 dans la surface de réparation au moment du but, les Parisiens, alors que il y avait l'action précédente, c'était un corner toulousain. Ouais. Alors le match parisien tout à l'heure 17h pour le match, donc le quart de finale U17 avec, alors on n'a pas encore le groupe là, comment on a peu l'information, avec donc pas mal de très bons joueurs forcément du côté parisien, avec peut-être normalement dans le groupe, voire peut-être titulaire, la présence du jeune frère de Kylian Mbappé, Ethan Mbappé. Faut pas que les Toulousains soient déçus de leur saison là et que ça s'arrête sur ce 6 buts à 1 quand même, parce qu'ils ont fait de grandes choses. S'ils sont en phase finale, c'est qu'ils ont réussi vraiment à faire de belles choses. Ils sont tombés sur plus fort aujourd'hui, une équipe bien en place tactiquement, mentalement. On sent voilà quelque chose qui est rodé en tout cas du côté parisien. Il y a